Et bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier avec Franck Atem, dans cet atelier du défi numéro 13 avec Franck Atem. Ah, c'est vrai que je pense, Franck, vous êtes maintenant le soir, vous, en France, donc c'est plus Ah oui, bonsoir. il fait nuit, il fait complètement nuit, là. Ah ouais, oui, donc c'est plus bonsoir à tous ici, c'est encore le jour au Canada. Il est 13h04, alors j'imagine qu'il est 19h04 chez vous. C'est ça. Alors, bienvenue à tous et puis on va démarrer cet atelier avec Franck, le défi du but. Mais entre-temps, quelques nouvelles, Franck, de la France, parce que moi, je commence à m'ennuyer de ce pays. J'ai hâte d'aller faire un tour en France, j'ai hâte de prendre l'avion. Mais est-ce que vous vous en sortez ou non, là? Bah oui, tu nous manques aussi, on voudra bien te voir ici un peu de temps en temps. Ben oui, ben oui. Non, mais la vie suit son cours, hein, mais bon, dans des conditions que tu connais, on ne va pas revenir là-dessus, hein. C'est pas, Mais il n'est pas réjouissant. j'ai entendu dire que vous sortiez là, du confinement le 28 novembre. Là, Oui, ça, on le savait depuis des mois. C'était OK. déjà annoncé il y a 3 mois qu'avant Noël, il déconfinerait et qu'il reprendrait probablement après les fêtes. Juste OK. pour ne pas être trop impopulaire. Bon, en tout cas, anyway, je vais voir si un jour je vais pouvoir prendre l'avion puis aller. Moi, j'aimais tellement ça, aller en France. J'adore ce pays. Paris Ouais. aussi, j'aime bien. C'est vraiment. Ça me manque. Nous, ici, ben, c'est aussi du confinement et tout. Là. Mais ils vont ouvrir tout pour Noël. Donc, on va avoir droit à des réunions de 10 personnes. Oh, vous irez loin avec ça. 2 réunions de 10 personnes avec deux dîners. Vous Et ferez StreamYard. Vous ferez des Noëls avec StreamYard. oh ben c'est ça, exactement. Mais bon, là aujourd'hui, Franck, on va parler du défi du but. Alors, c'est notre atelier de ce soir, le défi du but. Alors, Franck, de quoi tu vas nous parler dans cet atelier? Eh bien, écoute, ça me ferait très plaisir de savoir si on peut faire un petit sondage auprès des gens qui nous écoutent, pour savoir s'il y a des gens parmi nos auditeurs qui croient au hasard. Le hasard, H-A-S-A-R-D. Le hasard qui a été inventé il y a 3 siècles, parce qu'avant, par les scientistes, pour s'opposer à Dieu, pour s'opposer à la religion, pour s'opposer au pouvoir de l'Église. Et donc, comme ils n'ont pas vu d'autre alternative à Dieu que le hasard, ils ont inventé le hasard. Mais avant, personne n'en parlait, hein, ni dans l'Antiquité, ni au Moyen-Âge, etc. Donc, ça me ferait plaisir de savoir qui, parmi nos auditeurs, se sont laissés influencer par cette mode récente du hasard. Ma façon de poser la question dit bien quelle est mon opinion là-dessus, mais enfin, ceux qui me connaissent savent très bien quelle est mon opinion là-dessus. Et on va en discuter parce que hasard ou but, il faut choisir. Ou l'univers est issu du hasard, ou il est issu d'un but. Il n'y a pas d'autre alternative. Et c'est la même chose pour nos vies personnelles. Nos vies personnelles, ou bien on les considère comme régies par le hasard, ou bien on les considère comme régies par nos intentions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et on va parler de tout ça. Attention. OK, Franck, OK, Franck. Donc oui, il y a déjà des commentaires sur le chat qui nous disent non, non, je ne crois pas au hasard. Plus maintenant, avant oui, mais j'ai pris conscience de certains faits de Marie-France qui nous dit ça. Ensuite, on a Adem qui dit non, le hasard n'existe pas, tout est cause à effectuer. Oui. Et ici, Jean-Pierre qui nous dit moi, bien sûr, je ne crois pas au hasard, évidemment, mais cela n'étonnera pas Franck, car c'est pas nouveau pour moi, mais même avant la métaphysique, j'y croyais pas non plus. Eh bien, t'as pas de réaction de gens qui disent oui, bien sûr, le hasard, l'univers est issu du hasard, sinon ça veut dire qu'il est issu d'une volonté. Ici, moi, j'ai Patrice qui dit le hasard pour moi n'existe pas. L'être humain attire le niveau d'énergie qu'il entretient ou dégage. Ici, Yannick nous dit on dit que le hasard est le jeu de Dieu, bien sûr, pas le hasard. Et ici, Dominique qui dit j'y croyais
peut-être un peu, mais plus maintenant depuis mes cours avec Franck que de Dominique. Mais c'est bien. Mais C'est moi, super. j'ai quand même eu une interrogation assez profonde sur le hasard, Franck. Je ne sais pas si tu Vas-y, vas on t'écoute. euh, euh, m'informer sur ça, mais c'est que la nature est basée sur le hasard parce que si on regarde les pissenlits, je ne sais pas si tu sais c'est quoi les pissenlits, c'est des Oui, fleurs jaunes. oui, Et là, oui, je tout d'un sais. coup, elles viennent comme grises, là, et là des milliers de pétales s'en vont dans le ciel. Et puis, ça atterrit un peu partout parce que la plante elle-même, elle a choisi le hasard pour essayer de planter des graines un peu partout. Et puis, c'est la même affaire avec le sperme. Tu sais, il y a des millions de spermes qui partent dans le corps pour qu'il y en ait un qui ait la chance de finir par trouver un ovule. Alors, pourquoi que la nature a un système de hasard? Tu sais? Franck, tu vas sûrement pouvoir me répondre à ça. Souvent, je me pose la question, je me dis, le hasard n'existe pas, mais pourquoi que la nature utilise Oui. cette technique-là? La nature, elle fait en sorte enfin, la nature, si on donne une volonté à la nature, et effectivement, si tu donnes une volonté à la nature, c'est que tu ne crois pas au hasard. Si la nature utilise le hasard pour aboutir à ses fins, c'est-à-dire à la reproduction, en particulier pour les spores des plantes, n'est-ce pas? On voit tous les étés les spores des chardons qui se promènent, ce n'est pas des spores d'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui sont le moyen de reproduction des chardons. Et des fois, on a l'impression qu'il neige tellement il y en a. Ben oui. Évidemment, tout ça est envoyé dans toute l'atmosphère. Est-ce que c'est le hasard qui fait que c'est envoyé dans l'atmosphère? Est-ce que c'est pas un désir très organisé de la part de la plante de maximiser les résultats et d'avoir le plus de reproduction possible et d'envahir le territoire autant que possible, en sachant aussi que beaucoup tomberont sur le bitume ou ailleurs et qu'il y en a beaucoup qui ne donneront aucun fruit, qui ne donneront aucun résultat. Mais est-ce le hasard s'il y en a qui tombent là où ils ne pourront pas féconder quoi que ce soit? Et non, c'est évidemment pas un hasard. C'est pas plus un hasard si les spermatozoïdes, il y en a un qui va être plus fort que les autres. C'est ainsi. La nature n'a pas fait appel au hasard du tout dans cette circonstance-là. Elle n'a fait appel qu'à multiplier ses chances. Et donc, c'est la preuve d'une volonté, c'est la preuve d'un désir profond. Et s'il y a volonté, s'il y a désir profond, en réalité, c'est parce qu'il y a but. Alors, on peut se dire la reproduction elle serait le but. Non, la reproduction n'est absolument pas le but. Si c'était non, non, on ne peut pas dire ça. La vie n'est pas le but. Rien de tout ça n'est le but. Tout ça, ce sont des moyens. Ce sont des moyens du but. C'est parce que il y a un but que la vie cherche à s'entretenir, parce qu'elle n'arrive pas à réaliser ce but. Ce but est, pour des raisons qu'on a déjà expliquées et qu'on expliquera encore bien sûr, ce but est irréalisable. Et c'est pour ça que les choses durent et que l'univers se prolonge et que jour après jour, on se reproduit et on tâche de continuer de cette reproduction pour donner des chances au but de se réaliser. Mais le but n'est jamais réalisé et c'est pour cela que l'univers s'entretient éternellement. Ça, c'est des choses qui deviendront évidentes à tous ceux qui nous écoutent et qui auront eu l'envie de découvrir la cause de l'univers et la cause de la conscience en particulier. Cette conscience qu'on retrouve autant dans les pissenlits que dans les cactus ou dans autre chose. Dans chacun des spermatozoïdes, il y a une volonté très claire d'atteindre son but. Il ne fait pas ça du tout par hasard. Si c'était le hasard, bon, bah, il ne se passerait pas grand-chose. Et de toute façon, il faut choisir. Ou bien tout est régi par un but, ou bien tout est régi par le hasard. Il n'y a aucune alternative entre les deux. Il n'y a aucune possibilité qu'il y ait une partie qui soit régie par le but, une partie qui soit régie par le hasard. Ça, c'est exclu. À partir du moment où il y a but, tout va être entraîné par ce but. Rien ne va y échapper. Et si on voit du hasard, eh bien c'est comme disait Einstein, comme nous le rappelait notre ami tout à l'heure, c'est Dieu qui veut passer incognito. Et tout simplement. Mais voilà, en général, comme on se considère comme un ego et comme une personne, eh bien tout nous apparaît comme étant des hasards parce qu'on ne comprend pas quelle est la cause réelle qui dirige tout ça.
Et si on ignore la cause, évidemment, on est une victime de tous les événements. On se dit, bah, ça arrive, je ne vois pas pourquoi. Donc, si moi, en tant qu'ego, je ne l'ai pas organisé, je ne l'ai pas décidé, je ne l'ai pas voulu, etc., évidemment, c'est le hasard. Eh bien, ça, c'est une erreur qui est liée justement à l'identification à l'ego, comme tant d'autres choses, puisque, comme tu le sais, tous nos ateliers, toutes nos initiations ont pour but d'habituer le mental à distinguer soi et moi, le soi, l'être que nous sommes, conscience et amour, et l'ego, la personnalité, le corps, etc. Distinguer les deux, ce qui est absolument indispensable si on veut gérer sa vie correctement et avoir certains, atteindre certains états spirituels, quoi, de joie, de, de compréhension, etc. Si on ne fait pas cette distinction, on ne peut pas avancer. Et dans le cas du hasard, c'est encore la même histoire. L'ego croit au hasard, le soi ne peut pas croire au hasard. Et c'est pour ça que c'est toujours une évolution. Ben, le soi, c'est la cause. C'est le, la manifestation du but, précisément. Donc, on ne voit pas pourquoi il croirait au hasard. Mais l'ego, lui, qui est coupé de tout ça, quand on ne croit que l'ego et qu'on ne croit pas au soi, qu'on ne croit pas à l'être réel que nous sommes, on croit qu'on est un ego, eh bien, évidemment, on croit au hasard. Donc, c'est une progression. Il y a toujours une progression, comme nous disait aussi notre ami tout à l'heure. Avant, je ne croyais pas aux hasard, maintenant, avant, je croyais au hasard avant, maintenant, je n'y crois plus. Ah oui, évidemment, puisque petit à petit, nous prenons conscience de ce que nous sommes. Il y a toujours des périodes dans la vie où on est encore attaché à certaines illusions de l'ego, de l'ignorance, et puis petit à petit, avec l'expérience, avec le vécu et avec la compréhension, bien sûr, eh ben, on quitte tout ça et on s'aperçoit qu'on est tout à fait autre chose que ce qu'on croit être. Le problème, c'est que, comme dit Jean Bouchard d'Orval, d'ailleurs, il n'est pas seul à le dire, mais bon, c'est tout à fait juste et bien dit. Nous passons notre temps, l'ego passe son temps à défendre des limites et à défendre une croyance de lui-même qu'en fait il n'est pas du tout. On passe son temps à défendre quelque chose que nous ne sommes pas. Et ça, c'est la source de toutes nos souffrances et de tous nos malheurs. Donc, ça va avec. Le jour où nous ne croyons plus du tout au hasard, ça commence à devenir intéressant, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. OK. Donc, Franck, c'est juste aussi pour dire à ceux qui nous écoutent que nous sommes en mode grand public pour encore quelques minutes. Alors, si vous voulez vous inscrire pour l'atelier au complet, je vais vous mettre l'adresse sur le chat. Sinon, eh bien, il y a encore des gens ici qui nous disent, Franck, le fait qu'il y ait une évolution apparente prouve qu'il n'y a pas de hasard, de Jean-Pierre qui nous dit ça. Là. Oui, il y a une évolution, c'est clair, et qui va toujours dans le même sens. Vous avez sûrement remarqué que le temps ne va que dans un sens. Il ne va pas un coup en avant, un coup en arrière. Et donc, il y a une direction. Cette direction, ça nous indique le but, évidemment. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple que ça pour se convaincre que le hasard n'existe pas. C'est que même si on suppose, comme le font les physiciens, qui sont bien obligés, de par leur formation, de par leur mission officielle, de défendre l'idée de hasard et de faire tout pour trouver des justifications au hasard, ils vont nous dire oui, tout est issu du hasard, mais le fait si l'univers est issu du hasard, il est issu du hasard maintenant. Mais maintenant, est-ce qu'il est encore issu du hasard? Et maintenant, il est toujours issu du hasard. Et maintenant, il y a encore un univers ou il n'y a pas d'univers? Et maintenant, il y a encore la conscience ou il n'y a pas la conscience? Et maintenant? Et encore maintenant? Et encore maintenant? À chaque instant, vous avez remarqué, vous avez la conscience. Et à chaque instant, vous avez conscience d'un univers. Mais si c'était le hasard, à supposer par impossible que le hasard puisse produire quelque chose, puisse créer quelque chose de rien, ce qui est absurde, évidemment. Il suffit de réfléchir 5 minutes et on pourra le démontrer si on veut, si c'est nécessaire, mais c'est une absurdité totale. Imaginez que le hasard va pouvoir produire quelque chose à partir de rien, comme si, comme certains physiciens qui diraient
il y a plusieurs possibilités, plusieurs univers. Il y a des univers régis avec la conscience, d'autres qui n'ont pas la conscience. Et comme par hasard, nous sommes celui où il y a la conscience. C'est une façon d'expliquer la conscience. Ça n'explique rien du tout. Parce que ça veut dire que c'est le hasard qui crée l'univers. Et ça n'explique pas du tout qu'à chaque instant, le même hasard va créer le même univers. Et en plus, en évolution. Donc si à chaque instant, l'univers est là, c'est plus le hasard. C'est une loi. Parce que ça veut dire qu'à chaque instant, le hasard engendre l'univers. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'univers dure, il continue sur sa lancée par hasard. Par hasard, il était là il y a 5 minutes et dans 5 minutes, il sera toujours là. Alors, ça voudrait dire quoi dans ce cas-là? Ça veut dire que si l'univers était là il y a 5 minutes et qu'il est encore maintenant, ça veut dire que c'est la durée de l'univers qui serait un hasard. Le temps serait un hasard. Le temps qui va toujours dans la même direction serait un hasard et qui s'applique à quelque chose qui s'entretient, qui reste, qui dure. Ça veut dire quoi? Un hasard qui, à chaque instant, reproduit le même schéma, les mêmes circonstances. Ben, c'est une loi. C'est une loi. C'est pas un hasard. Il va falloir choisir. Ou bien il y a des lois, ou bien c'est le hasard. Et je vous ferai remarquer que la physique et toutes les sciences sont pleines de lois, et qu'elles cherchent toujours des lois, et qu'elles accumulent les lois. Et si c'est des lois, alors, comment peut-on dire qu'une loi est issue du hasard? Le hasard, à supposer que ça a une action, ça n'en a aucune, ça ne peut rien avoir de créateur. Le hasard ne peut rien créer, il ne peut pas manifester quoi que ce soit. Mais à supposer que par hasard, il y ait un univers, bon, bah maintenant, il n'y en a plus. Ou alors maintenant, il y a un univers organisé, dans 5 minutes, l'univers n'est plus du tout organisé. Pour l'instant, je suis Franck, mais maintenant, je suis déjà plus Franck, je suis je ne sais quoi, un mélange d'atomes qui vont dans toutes les directions. Qu'est-ce que ça veut dire? Un hasard qui organise les choses et qui les maintient et qui les entretient en les faisant évoluer toujours dans la même direction, comme nous le fait remarquer Jean-Pierre. C'est un hasard, ça. Il faut vraiment beaucoup d'efforts pour arriver à croire à cela et pour arriver à faire croire à cela. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est purement un calcul de pouvoir. Comme beaucoup de choses en science d'ailleurs, c'est le pouvoir qui domine, comme dans toute la société. Partout où il y a le mental, c'est le pouvoir qui domine. Donc la science étant une science mentale la plupart du temps, le pouvoir la domine également. Et c'est uniquement par goût du pouvoir et par besoin du pouvoir sur la matière, et besoin du pouvoir de l'homme, de la personne sur l'univers, plutôt que de se soumettre à une réalité qui nous dépasse, parce que le but nous dépasse évidemment, nous en sommes l'objet, nous en sommes le moyen, nous en sommes une conséquence inconsciemment. Nous ne le voulons pas, nous ne le décidons pas, donc notre mental qui veut le pouvoir, qui veut tout contrôler, il est embêté. Donc ce mental-là, il va dire, ça ne peut être que le hasard. Il ne faut surtout pas qu'il y ait au-dessus de moi une force, une volonté, une nécessité, un besoin, une décision qui m'échappe. Et surtout que là où il y aura cette idée-là, il y aura le pouvoir. Et comme le mental veut le pouvoir, eh bien, il veut s'approprier le hasard, il veut être régi par le hasard. Mais ça ne marche pas 5 minutes. Ça ne marche pas 5 minutes. Ah oui, en effet. Ça peut durer 300 ans, mais en réalité, la plupart des gens n'y croient pas. Oui, surtout l'histoire du Big Bang hein, qui est arrivé par hasard. Oui, il y a tellement de notions de Big Bang différentes avec des Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch. Bon, ça c'est pareil. Est-ce que le hasard va reproduire toujours le même processus? C'est quand même très rigolo comme idée. C'est ça. Et ici, j'ai Jin là, qui me dit pas de hasard, il y a une force qui dirige le tout. Et là, c'est justement le but. Ben oui, et seul un but peut diriger le tout. Seul le but peut contrôler, peut faire avancer les choses. C'est toujours, et ça, c'est ça qui nous sépare de la science, de la physique en tout cas. La science métaphysique ne peut pas être conciliable avec la science physique, puisque la physique considère comme l'ego, toujours pour la même raison, parce que c'est le mental et que le mental est là pour défendre l'ego et que l'ego c'est du passé. Donc la physique croit toujours que les choses viennent du passé.
et que c'est dans le passé qu'il faut aller chercher l'origine des choses, ce qui est totalement faux. Le passé n'est pas là, il n'a aucun pouvoir, il n'y a aucune énergie possible dans le passé. Il n'y a pas de passé. Où il est le passé? On ne peut pas imaginer, on ne peut pas convenablement, en raisonnant, bon, nous, on utilise l'hyper-rationalité pour aboutir à ces conclusions, parce que là, il n'y a pas beaucoup de démonstration de ce que je vous dis, mais ce sont des conclusions. On ne peut pas raisonnablement attribuer un pouvoir quelconque maintenant, parce que l'énergie, c'est maintenant. La conscience, c'est maintenant. Le fait de ressentir la matière, c'est maintenant, c'est pas hier. Donc, c'est maintenant qu'il faut que se trouve l'énergie. Quelle énergie y a-t-il dans le passé? Il n'y a aucune énergie dans le passé n'est pas là. Il n'y a pas de passé. L'ego, il veut s'attacher au passé, il se croit un passé, il s'imagine un passé. C'est grosso modo ce qu'on appelle l'illusion. Et pour faire cela, eh bien, il est obligé de s'imaginer une origine. Et pour le Big Bang, pour l'univers, on imagine une origine dans le temps, ce qui est absurde. Si l'énergie est présente, si l'énergie est maintenant, cela veut dire, et c'est vrai pour l'univers comme pour l'individu, nous sommes l'univers, c'est la même chose. Et donc tout à l'heure dans l'atelier, on parlera de ça du point de vue individuel, du point de vue de la personnalité, à trouver son but, reconnaître son but, etc. C'est extrêmement important. Si l'univers maintenant, dans le présent, il y a une énergie, c'est évidemment que la cause de cette énergie est dans le présent. C'est pas que la cause était hier. Il ne peut pas y avoir de cause hier, puisqu'il n'y a plus hier. S'il y avait une cause hier, bon, ben, il y avait un univers hier, mais s'il y a un univers maintenant, c'est parce qu'il y a une cause maintenant. Ça, c'est pas toujours facile à concevoir. Mais si vous approchez un peu plus profondément l'hyper-rationalité, vous verrez que c'est irrévocable, c'est irréfutable. Pour l'origine de la cause de l'univers, elle est maintenant, elle n'est pas dans le passé. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette cause dans le présent? Et vous voyez bien que l'univers évolue tout le temps. À chaque instant, l'instant présent est différent. Donc il y a effectivement une évolution. Mais cette évolution, c'est dans le présent qu'elle se fait. Et dans le présent, quelle est cette cause? Cette cause, puisque nous sommes vivants, nous sommes en évolution, etc., eh bien, c'est que ce vers quoi nous allons n'est pas accessible. Ce qui nous tire en avant, ce qui nous fait évoluer, ce qui nous donne l'énergie de nous lever le matin, parce que vous avez tous remarqué que quand vous n'avez pas de but, vous n'avez pas d'énergie. Hein. Il n'y a pas besoin de faire de la métaphysique ou de la physique pour comprendre ça. J'ai un but, tout de suite, je suis en forme, je vais aller à l'école, je vais me lever, je vais manger, je vais faire tout ça parce que j'ai de l'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je reste couché. Ouais, bon, ça peut attendre encore, je ne sais pas trop ce que je veux, tout ça. Le manque de but, c'est la déprime. Et la déprime, c'est l'autodestruction. Ce qui n'est pas conforme au but, ce qui ne va pas être porté par l'énergie du but va disparaître, va s'autodétruire. Et seul celui qui a un but, une mission, une passion, alors lui, on va le suivre. Et on va dire, ah ouais, c'est génial, ça, je vais le faire, je vais le faire. Tout de suite, on a de l'énergie. Et cette énergie, on peut la retrouver tout de suite. Il y a plein de thérapeutes qui nous écoutent. Des gens qui sont dans une relation d'aide, etc., psychologique ou autre, ou sociale. Vous avez bien remarqué que chaque fois que vous avez quelqu'un qui a des problèmes, ça ne va pas, il est donc un peu déprimé, tout ça. La première chose à faire, c'est de lui retrouver son but. C'est de retrouver un objectif qui l'illumine, un objectif qui soit sa réalité et qu'il ne voit pas jusque-là, puisqu'il se croit un ego, il ne voit pas le but. Donc il ne voit pas les étapes intermédiaires dont son corps est porteur. Il faut qu'il apprenne à faire ça. On va essayer d'apprendre ça tout à l'heure. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de lui retrouver un but, quelque chose qui l'anime, quelque chose qui lui donne envie, un objectif. Et tout de suite, si on le trouve, ah oui, ça c'est vrai, j'aurais aimé ça. Ah oui, c'est ça que je voulais quand j'étais petit. Ah oui, c'est ça, super. Et tout de suite, les gens commencent à sourire ou à rire. Ils ont retrouvé un but. Et l'énergie revient et c'est instantané.
c'est pas une cause dans le passé, c'est instantané. Le but est maintenant, l'énergie est maintenant. C'est pour l'être humain, c'est pareil que pour l'univers. Il n'y a aucune différence. Donc, si maintenant je suis une évolution et que j'ai une énergie, mais que je ne suis pas le néant, parce que tout notre raisonnement, tout notre travail, il est fondé sur le concept de néant. Vous le savez, c'est le concept de base le plus fondamental de la métaphysique, le néant, puisqu'on cherche à savoir pourquoi il y a quelque chose à la place de rien, et on peut comprendre pourquoi il y a quelque chose à la place de rien. Eh bien, si l'évolution perdure, c'est parce que le but n'est jamais atteint, parce que c'est nécessairement un but qui donne cette énergie. Ce but n'étant pas atteint, on évolue. Et à chaque instant, on a toujours de l'énergie pour évoluer. Et on remarquera d'ailleurs que plus on se rapproche du but, plus on a d'énergie. L'énergie grandit au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'objectif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le temps s'accélère en apparence dans nos vies. Vous avez tous remarqué ça. Eh bien, cette évolution, cette accélération, c'est la même accélération que la chute des corps. Boum, n'est-ce pas? Toc. 2 fois moins de distance, 4 fois la loi de Coulomb. 2 fois moins de distance, 4 fois plus d'attraction. Encore 2 fois moins de distance, encore 4 fois plus d'attraction entre 2 aimants. Encore 2 fois moins de distance, encore 4 fois plus d'attraction. Ça, c'est extrêmement important pour comprendre l'accélération de l'évolution. Vous avez remarqué aussi combien de temps on est resté des cailloux et des végétaux avant de devenir des animaux et des êtres humains. C'est vraiment une toute petite durée sur la durée de l'évolution. Eh bien, cette accélération de l'évolution n'empêche pas que le but n'est jamais accessible. Et si le but était accessible, il y a longtemps qu'on y serait. Si le but était accessible, il y a longtemps qu'on y serait abouti, parce qu'il n'y a pas de commencement à tout ça, c'est dans le présent que ça commence. Et si c'est dans le présent, si le but est possible, alors je suis le but. Or, je suis évolution et je suis vie. Donc, je ne suis pas le but. Je suis le moyen de ce but. Je suis le moyen de ce but. Et c'est dans le présent que se trouve ce but qui n'est pas réalisable. S'il était réalisable, je ne serais plus. On ne va pas rentrer plus dans le détail de ça parce que ça nous obligera à des considérations extrêmement abstraites et passionnantes, mais abstraites. On réserve ça pour évidemment nos étudiants qui étudient tout ça progressivement, petit à petit, pour bien comprendre les tenants et aboutissants de l'univers et de l'être. Mais soyez bien convaincus que les réponses, vous les aurez. Il n'y a aucun problème avec ça. Nous sommes dans le présent, la poursuite d'un but. Ce but est inaccessible. Et par conséquent, l'être est éternel. Ce sera une conclusion que vous ferez. Vous ne pourrez pas faire autrement. La conscience est éternelle. Et c'est ce qui nous a aidé d'ailleurs dans nos ateliers d'aider les gens qui nous écoutent à ne plus avoir peur de la mort, n'est-ce pas? Parce que la base de tout ça, c'est la conscience. La conscience, c'est précisément, on pourrait en donner une définition comme ça, le fait de ne pas être le but. Il y a un but absolu, et ce but absolu, on le définit. On le définira de nouveau. Le fait que ce but est impossible fait que nous sommes conscients de quelque chose vers quoi nous allons, qui s'appelle l'espace, qui s'appelle tout ça. Nous avons l'impression qu'il y a autre chose à atteindre et que nous y allons. Ça, c'est la poursuite du but. Et c'est le fait que ce but n'est jamais atteint. Et c'est parce que ce but n'est jamais atteint, ce qui s'explique et se démontre, que la conscience est éternelle. La conscience, c'est soi. Et soi évolue perpétuellement. Aujourd'hui, nous sommes des êtres humains. Hier, nous étions autre chose, des animaux, des végétaux, de tout ce que vous voulez, des atomes. Demain, nous serons encore autre chose, des anges, des archanges, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Cette évolution est éternelle. Ce qui veut dire que Jésus, s'il nous écoute, et ce serait un grand honneur pour nous, il continue d'évoluer, bien sûr, parce qu'il n'a toujours pas atteint son but. Il n'a toujours pas atteint le but. Ça va être dans l'avenir, c'est-à-dire dans la 5e dimension, la grande révolution spirituelle. La grande révolution scientifique, c'est aussi la grande révolution spirituelle, il n'y a pas de différence. Parce que ça voudra dire, et vous le comprendrez très simplement, que Dieu, ce qu'on appelle Dieu, est le but de l'univers, mais il n'en est pas l'origine. En aucun cas, il n'en est l'origine. Cela dit, c'est le but qui est créateur, et c'est pour cela qu'on a le droit de l'appeler Dieu.
OK, OK. Bon, hey, sur ça, Franck, je dois couper les gens du grand public. Eh bien Alors, oui. si cela vous intéresse, on vous invite à venir avec nous. Donc, je vous laisse l'adresse pour vous inscrire. Alors, c'est tout simple. En vous inscrivant, vous allez avoir la chaîne qui reste en ligne avec Franck parce qu'actuellement, il y a 4 chaînes qui sont ouvertes sur cette conférence et nous allons en laisser qu'une ouverte après que j'ai coupé le grand public. Alors, je vous mets les adresses ici parce que le programme actuellement vous pouvez aller sur le programme par 2 adresses. Vous avez annulé votre karma que je viens de mettre sur le chat. Et ensuite, il y a aussi le projet Métaquantique niveau 2 qui donne aussi accès à cet atelier. Donc, je viens de vous mettre les 2 adresses, à vous de choisir quelle que vous désirez. Donc, le niveau 2 du projet Métaquantique ou annuler votre karma. Alors, sur ce, Franck, je te laisse continuer. Et puis, il y avait quelques questions. Est-ce que tu voulais que je Oui, te volontiers, pose volontiers, volontiers. des questions? Oui, parce qu'on ne peut pas faire de la théorie toute la soirée, hein. Il faut que chacun relie ça à son vécu et à sa vie personnelle. OK, attends un peu, je vais en avoir une bonne ici. Ah, ici, il y a Adem qui nous dit le hasard chez les traditions arabes, c'est la chance. Elle nous est donnée. Oui, elle nous est donnée. Rien que le fait de dire qu'elle nous est donnée, c'est qu'on considère qu'il y a, comme disait notre auditeur tout à l'heure, une force qui nous domine. Qui domine qui? Qui domine l'ego, mais qui ne domine pas l'être, parce que l'être est cette force. L'être que nous sommes, qui nous habite et qui habite chacun d'entre nous, c'est la même conscience, c'est le même être qui nous habite et qui est cette force. Et cette force est dualiste, hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette force est dualiste parce que le fait que le but soit nécessaire et en même temps impossible, c'est l'énergie magnétique. C'est-à-dire l'énergie magnétique constitue toute chose, ça on l'a démontré depuis 1955, mon père Léon Raoult Lathème l'a largement démontré. Tout est l'énergie magnétique. Il n'y a pas d'autre force dans l'univers. Avoir 4, 5, 6 forces pour expliquer l'univers et plusieurs lois différentes, ça n'a pas de sens. Il y a une seule loi, c'est la loi du magnétisme. Et le magnétisme, c'est répulsion-attraction. Répulsion-attraction. La répulsion, c'est l'impossibilité du but. L'attraction, c'est le fait de la nécessité de ce but. Et donc, cette dualité, c'est ce qui fait le paradoxe de l'être, qui fait le yin et le yang. D'un côté, il est nécessaire d'atteindre ce but, et d'autre côté, il est impossible de le rejoindre. Et donc, c'est cette dualité qui fait répulsion-attraction, qui fait l'énergie magnétique et qui constitue l'atome et qui constitue l'univers, etc. Donc, cette nécessité, cette dualité, c'est ça qui domine nos vies, c'est ça qui domine l'être. Elle est une, c'est pas 2 forces différentes, c'est les 2 aspects d'une même réalité. Donc, c'est l'unité elle-même. C'est vrai que dans les traditions arabes, on a quand même toujours au-dessus de nous cette force. Et que si on a de la chance, c'est cette force qui nous la donne. Alors, comment est-ce qu'on détermine si on a de la chance ou pas? C'est par rapport à l'ego, bien entendu. L'ego, il va être content de ce que lui donne cette force ou pas être content de ce que lui donne cette force. Mais de toute façon, cette force, elle lui donne ce dont il a besoin. Et donc, lorsque l'ego a compris et qu'il a fait un peu de progrès dans la compréhension de l'univers, à partir du moment où quelque chose lui est donné, il dit c'est le destin, c'est merveilleux, c'est super, c'est comme ça, merci. Merci Seigneur pour toutes tes grâces. Il n'y a rien d'autre à dire. Et les musulmans le disent parfaitement d'ailleurs, d'une autre façon, mais ils le disent aussi. Ça nous est donné, ça nous est donné, et on ne peut que remercier dans la gratitude par rapport à ce qui nous arrive. Quand on dit c'est de la chance ou c'est pas de la chance, ça veut dire qu'on ramène ça à l'ego. On dit ah bah l'ego il trouve ça bien, il trouve ça pas bien. Mais en réalité c'est toujours bien. C'est forcément toujours bien puisque ça va toujours vers le but. Simplement comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans d'autres ateliers, lorsqu'on s'éloigne du but et on passe notre temps avec notre mental, avec notre ego, avec nos attachements, avec nos mémoires, de s'éloigner du but, aller à droite, d'aller à gauche. Et donc après, il faut rétablir les choses et revenir dans l'axe, revenir dans la direction du vrai but. Et ça s'appelle souffrir. Ça s'appelle souffrir parce qu'il y a toujours, ça s'appelle aussi le karma, ça s'appelle le chemin détourné qu'il faut prendre pour aller dans la direction qu'on n'aurait jamais dû quitter. Cela dit,
on est toujours obligé de quitter cette direction-là. On ne peut pas aller droit au but, parce que si on allait droit au but et uniquement au but, sans jamais freiner, sans qu'il y ait cette impossibilité du but, eh bien, on y serait. Et donc, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas d'univers, le but serait atteint, le néant serait là, et puis voilà, on n'en parlerait plus. Donc, il ne faut pas culpabiliser pour le fait d'avoir un karma, il ne faut pas culpabiliser pour le fait d'être attaché à son ego, il ne faut pas culpabiliser du fait de ne pas être tout le temps dans la gratitude par rapport à la chance ou la malchance qu'on peut avoir. De toute façon, dans tous les cas, c'est vrai que c'est le but qui est parfaitement bienveillant, puisqu'il veut toujours notre réalisation, qui agit. Et donc, c'est parfait, il n'y a qu'à s'en réjouir. On devrait s'en réjouir. La sagesse consiste à s'en réjouir. Mais bon, on ne va pas exiger d'être tout le temps dans la sagesse et que tout le monde soit dans la sagesse à vitam aeternam. Ce n'est pas le cas. Et ce ne sera jamais le cas. On s'en rapproche. On est là pour s'en rapprocher. Et pour s'en rapprocher, eh ben, il faut déjà comprendre que l'ego est nécessaire et que le but est impossible et que donc on va toujours se détourner un peu du but. Et c'est comme ça qu'on va se réconcilier avec son karma, avec ses imperfections, et qu'on va commencer à aimer cet ego, alors que un des plus grands travers de notre existence, c'est d'avoir pas d'affection pour notre ego lui-même, pour notre personne. Beaucoup de gens ne s'aiment pas assez, et cela est très préjudiciable. Ils ne s'aiment pas parce qu'ils se trouvent imparfaits. Ils se trouvent imparfaits par rapport à une perfection qui ne sera jamais atteinte, et donc ça n'a pas de sens. Ce qui est parfait, parce que le but n'est jamais atteint. OK. Ici, une autre question, Franck. Selon Nassim Haramein, juste pour résoudre un cube de Rubik avec le hasard, sans intelligence humaine, la solution prendrait des milliards d'années. Ah, c'est pas une Oh question. oui, c'est bien évident, mais il est probable que la réalisation du cube ne se ferait jamais, en fait. Mais on ne voit pas comment le hasard pourrait manipuler un Rubik's Cube. Pas pourquoi il le ferait. Non, non, s'il y a des Rubik's Cube, c'est parce qu'il y a une intention derrière. Il y a toujours une intention. C'est vrai, mais c'est Maramé, a raison de ne pas croire au hasard. Ouais. De Marie-France, quel est le but des enfants, des chiens, etc.? Mais le même que nous, exactement le même que nous, inconsciemment. Le but des cailloux est le même. Les cailloux évoluent. Un jour, ils viennent du lichen, un jour, c'est des végétaux, etc. Parce qu'ils vont tous dans la même direction. Lorsqu'une particule atomique se trouve en présence d'une autre particule atomique, elle va tout faire pour s'unir à elle, pour faire l'unité, qui est une autre façon de parler du but. L'unité en tant que but, c'est plus clair pour tout le monde. Et bien, pour les raisons qui sont la répulsion qui existe aussi entre deux particules atomiques qui sont des éléments complets avec leurs deux polarités nord et sud, comme la Terre, comme la Lune, comme tout ça, eh bien, elles ne peuvent pas tomber les unes sur les autres lorsqu'elles sont à une distance assez grande les unes des autres. C'est-à-dire que chaque fois qu'elles ont pu se réunir, elles se sont réunies, et puis quand elles ne peuvent plus tomber les unes sur les autres, elles ne peuvent que se contourner et se mettre à tourner, à accélérer leur mouvement. Ça, on l'explique et on l'expliquera dans d'autres ateliers, bien sûr, lorsqu'on touchera à des choses plus théoriques et sur comment tout cela explique l'univers. Mais même une particule atomique a le même but que nous, bien entendu, c'est la même conscience. C'est la même conscience qui s'identifie à un ego différent, avec évidemment une lenteur différente, puisque plus on est bas dans l'évolution, et plus le temps est long. Donc la vitesse de l'énergie, la vitesse d'évolution est très lente pour un caillou, elle est très rapide pour un être humain. Mais par rapport à un archange ou autre chose, elle est très lente aussi. C'est une question de relativité. Et tout le monde a l'impression d'avoir une certaine du temps, un certain temps pour évoluer. Mais le but est toujours le même. Qu'est-ce qu'il fait un chien? Il se lève le matin, il cherche à manger, il cherche ceci, cela, il a envie qu'on le promène, si vous rencontre, il va vous faire la fête, il va vous sauter dessus, il va vous lécher de partout. Pourquoi? Parce qu'il se rapproche de son but, il est content, il sait très bien quel est son but. Son but, c'est l'unité. C'est faire l'unité avec son maître en attendant mieux. C'est faire l'unité. Le fait de manger est une façon de faire l'unité avec les végétaux, une façon chimique de faire l'unité, d'intégrer les choses, une façon alchimique de faire les choses. Les enfants, évidemment, ils ont un but. Pourquoi ils naîtraient?
Vous avez déjà vu un enfant naître sans but? Non, non. C'est lui qui a tout organisé, c'est lui qui a choisi ses parents, c'est lui tout ça. Mais bon, ça, on n'est pas obligé d'y croire. On n'y croit qu'après. On n'y croit qu'une fois qu'on a étudié tout ça de très très près depuis l'origine, depuis la cause, pas depuis l'origine, depuis la cause de la conscience. On sait que c'est pas possible autrement. Donc on sait très bien que les enfants ont le même but que tout le monde et ils viennent non seulement avec le but universel, mais ils viennent aussi avec un but personnel. Parce que s'ils n'avaient pas un but personnel, ils n'auraient pas un ego personnel. Parce que l'ego n'est qu'un moyen, parmi d'innombrables moyens qui sont la multitude des égos de tout le monde et que de tous les êtres de la nature ou de l'univers, de la particule à tout ce que vous voulez. Ce but est toujours là et il est différent selon le niveau d'évolution, bien sûr. Il est plus ou moins filtré, il est plus ou moins limité par rapport au grand but. Et plus vous êtes près du grand but, je l'ai dit tout à l'heure, plus il y a une passion, une volonté, un désir puissant et une accélération du temps. Mais pour un enfant, c'est c'est un être déjà très évolué qui se trouve à peu près au milieu au milieu symboliquement, hein, parce que dans la réalité, il n'y a pas de milieu, c'est éternel. Mais symboliquement, il est au milieu de l'évolution et il a un ego, il s'attribue un ego qui correspond à une façon particulière d'aller vers le but. Et ça fait partie des choses très importantes qu'il faut comprendre dans notre atelier, c'est que notre ego est le moyen d'un but personnel. Il est évidemment le moyen du grand but, mais c'est la somme de tous les égos et donc de tous les buts personnels qui permet d'aller vers le grand but. Et si je ne reconnais pas que mon ego est le moyen d'un but personnel, je vais rater ma vie. Je vais être toute ma vie en train de me demander qu'est-ce que je fais là, à quoi je sers, qu'est-ce que je pourrais bien faire de cette vie, où est-ce que je vais, etc. Et donc le fait de comprendre déjà que le corps, la personnalité est absolument essentiel, absolument nécessaire, et tous les corps sont différents, et tous les égos sont différents, et tous ont une façon différente d'aller vers le but. Il ne peut pas y en avoir de pareil, ça n'aurait pas de sens. On l'explique aussi, mais on ne va pas revenir sur tous ces aspects théoriques-là maintenant. Cet ego est un moyen. Ma vie est un moyen de progresser. Et c'est la raison pour laquelle ce corps, et c'est le même chez un enfant que chez un adulte, le but n'a pas changé, le corps n'a pas changé, hein. Il a changé un petit peu, mais les principes généraux, les mémoires, les enseignements qu'on a reçus dans les vies antérieures sont à peu près les mêmes. Un peu plus d'évolution, un peu plus de compréhension, certes, un peu plus de sagesse souvent. Mais l'objectif de vie, il est au départ chez l'enfant qui vient de naître, comme chez le vieillard. Le vieillard, il peut savoir, grosso modo, s'il a atteint ses objectifs quelque part, parce qu'en vieillissant, on prend conscience de choses, mais il ne faudrait pas s'imaginer qu'un enfant n'a pas de but. Évidemment, un enfant vient avec un but. Il n'en est pas forcément conscient. Mais si vous vous rappelez ce que disait Racine, c'est Racine qui disait ça aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années, ou c'est Corneille, dans le Cid, je crois. C'est Corneille qui devait dire ça. Oui, parce qu'il y a des enfants qui, très jeunes, savent très bien pourquoi ils sont là. Très bien pourquoi ils sont là. Et qu'ils font. Ça, c'est ce qu'on appelle évidemment des hommes bien nés, mais ce n'est pas pour ça que les autres sont mal nés. Mais c'est des êtres qui, dès le départ, ils n'ont pas perdu un gramme de conscience entre le moment où ils n'étaient pas incarnés et le moment où ils sont incarnés. C'est rare, mais ça arrive. Et ça arrive parce que c'est nécessaire que ça arrive. Vous avez entendu parler de Mozart, et bien Mozart est arrivé, il a été très vite capable de composer, de lire, d'écrire de la musique d'une façon absolument extraordinaire. Est-ce que c'était son but ou pas? Il y a de grandes chances que ce soit son but. Il y a de grandes chances que ce soit sa réalisation. Ce qu'il a apporté au monde est inestimable. Il a apporté quelque chose. Et il a apporté un exemple, il a apporté quelque chose qui fait dire aux gens il y a des vies intérieures, il y a des vies antérieures. Parce que s'il n'y avait pas eu Mozart, il y a plein de gens qui se seraient dit ouais, vie antérieure, je ne sais pas.
Quand vous voyez ça, vous vous dites, bah oui, où est-ce qu'il a appris? Quand est-ce qu'il a appris? Donc c'est une mission de vie quelque part. Il joue du piano comme un dieu et il compose comme un dieu et il fait des musiques en plus qui sont branchées sur le cosmos, puisque comme vous le savez, les musiques de Mozart sont les musiques les plus élevées spirituellement qu'on puisse utiliser, puisqu'on les utilise même pour faire grandir les plantes, pour que les vaches aient plus de lait, etc. C'est simplement parce que c'est vraiment branché avec ce but. Donc il avait une adéquation totale entre son conscient et sa conscience, en quelque sorte. Il savait très bien consciemment ce pourquoi il était venu. Alors qu'en général, on débarque et on ne sait pas du tout pourquoi on est venu, même si notre conscience le sait, elle. Et tout le travail le plus rapidement possible dans une vie, c'est de trouver pourquoi on est là et de le faire. Parce qu'une vie, c'est court. Et donc, si on n'a pas conscience très tôt de la raison pour laquelle on est sur cette terre, eh bien, on risque de passer une vie pour pas grand-chose. Mais c'est souvent le cas. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de vies, beaucoup, alors qu'on pourrait très bien en avoir quelques-unes, pas beaucoup, mais on en a généralement beaucoup. Parce qu'on continue de ne pas aller dans la direction qui est la nôtre. Bon, on change d'ego d'une vie à l'autre, évidemment, parce que d'une vie à l'autre, on a acquis des choses. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qui subsistent et qui sont qui transcendent, qui perdurent de vie en vie, hein. Ça, c'est clair. Donc voilà, les enfants, évidemment, les chiens, tout le monde a un but, hein. Une sauterelle, elle a un but. Vous avez déjà regardé une araignée? Une araignée elle se promène. D'un seul coup, vous bougez un pied. Ah! L'araignée s'arrête. Elle ne bouge plus. Elle essaye de se faire oublier. Elle se dit: «Ouh là là, danger, je ne veux plus avancer». Et puis, dès qu'elle sent que vous avez tourné le dos, hop, elle se carapate dans un coin. Pourquoi? Mais parce qu'elle a un but. Parce que son but, c'est de survivre. Mais pourquoi son but, c'est de survivre? Parce qu'elle a un but qu'elle n'a pas atteint et qu'elle ne peut pas encore atteindre. Si elle l'avait atteint, elle n'aurait pas besoin de se protéger, elle dirait tout va bien. L'univers est abouti, je suis réalisé, je ne cherche plus rien. Vous pouvez me piétiner, vous pouvez etc., peu importe. Non, non, on est tous à la recherche de ce pourquoi nous sommes faits et on a tous intérêt à le trouver parce que c'est ça qui permet notre réalisation. Et la réalisation d'un homme n'est pas toujours forcément celle d'un maître spirituel ou d'un maître ascensionné, hein. Il y a des gens qui sont des maîtres autrement et qui sont des enseignements autrement. Ils n'ont pas besoin d'être des méditants forcément toute leur vie. C'est pas automatique. Il y a des vies où on passe par là, mais il y a des vies où il n'y a pas lieu de passer par là. En tout cas, l'urgence, c'est toujours de trouver son propre but, mon but personnel. Et pour le trouver, une des règles les plus fondamentales, c'est de savoir qu'on en a un. Tant que je doute que j'ai un but, et donc tant que je crois que je suis né du hasard, ou que je suis né par malédiction, ou que je suis né parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, ou que je suis né par accident, ou ce que etc., ça ne peut pas aller. Il n'y a qu'à partir du moment où j'ai compris vraiment que je suis là pour une raison bien précise, que je peux voir cette raison bien précise. C'est difficile autrement. C'est difficile de reconnaître son but si on croit qu'on n'en a pas. C'est normal. Donc il faut comprendre pour être sûr qu'on en a un. Et à partir de là, on peut commencer à le chercher opportunément. Mais si on n'a pas compris, si on est persuadé de ne pas en avoir et qu'on est juste le fruit d'un hasard comme ça, d'une lancée de particules à la volée qui, pour une raison qu'on ignore, se sont réunies pour former un corps dont on ne voit ni les causes, ni les tenants, ni les aboutissants, et qu'on se demande bien pourquoi il continue comme ça sur sa lancée. Si on en est là dans sa compréhension de la vie, eh bien, il y a beaucoup de travail de méditation et de compréhension et d'étude pour arriver à sortir de ça. Mais c'est possible à tout le monde parce que la métaphysique n'est pas difficile. Ah si, elle est difficile, mais elle est simple. Elle est accessible à tout le monde. Et pour l'intégrer, c'est uniquement une question de désir. Ce n'est pas une question d'intelligence.
Ce n'est pas du tout une question d'intelligence. On a tous les moyens de tout comprendre, simplement, c'est au niveau de l'ego que ça se passe. Est-ce que je veux comprendre? Est-ce que je ne veux pas comprendre? Et le mental, il a plus ou moins peur de comprendre. Et donc, il faut travailler sur le mental. Donc, si on travaille sur le mental, il n'y a aucune raison qu'on ne comprenne pas au bout d'un moment. Et qu'au bout d'un moment, on se dise, bah, ça y est, évidemment, j'ai un but, c'est merveilleux, mais de toute façon, je suis dedans parce que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent m'a propulsé vers ce but. Donc, je me réconcilie, je me réjouis de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, alors que jusque-là, j'étais désespéré d'avoir eu telle jeunesse, telle enfance, tel problème ici ou là, d'avoir perdu mon temps, d'avoir perdu ma vie ou d'avoir raté des occasions, etc. J'ai rien raté du tout. Tout a été parfait parce que tout allait vers le but. Alors, je suis passé par ici au lieu de passer par là, je suis allé un petit peu plus tordu au lieu d'aller tout droit. OK, mais il n'empêche que je suis toujours allé dans la bonne direction et c'est impossible autrement puisqu'il n'y a qu'une seule cause à l'univers, il n'y en a pas deux. Donc, toute la création suit cette direction-là et donc je ne peux que me réjouir de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, donc me réjouir du corps que j'ai aujourd'hui qui, merveilleux, c'est magnifique, c'est l'outil dont j'ai besoin pour réaliser ma mission. Quelle mission? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas, mais je sais maintenant que ce corps est fait pour réaliser une mission. Donc maintenant que je le sais, je vais la voir. Je vais la voir. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas la voir, je n'y croyais pas. Mais maintenant, je le sais. J'ai une mission. Ah, vous avez une mission? Vous avez de la chance. Mais non, tout le monde a une mission. Il faut la voir. Il faut être convaincu. Et que si on en est convaincu, on peut la voir. On peut la voir aussi si on n'est pas convaincu, mais c'est difficile. Mais c'est beaucoup plus difficile. Mais enfin, on a une mission, ça c'est clair. Ce corps en est la manifestation, en est l'outil. Et donc, si j'observe très clairement quel est cet outil, je vais savoir quelle est ma mission. Mozart, il n'a pas attendu 10 minutes. Il a tout de suite su à quoi pouvait lui servir son corps. Il a choisi une famille de musiciens, certes, ok, mais il a utilisé son corps là où il était le plus performant. Donc, il était dans sa mission. Vous comprenez le processus? Quels sont les talents? Quelles sont les possibilités? Quelles sont les choses que votre corps aime? Quelles sont les choses où vous vous sentez bien? Quelles sont les choses qui vous sont utiles à votre épanouissement? S'il y a épanouissement, ça veut dire que vous vous approchez du but. Qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement? C'est là quelle est votre mission. C'est là. Mozart, il a fait du piano. Il y en a d'autres, ils vont consacrer leur vie à une mission humanitaire. Il y en a d'autres, ils vont être menuisiers toute leur vie. C'est magnifique, c'est merveilleux. Si c'est ça leur réalisation, c'est parfait. Il faut qu'ils réalisent leur but et qu'ils soient parfaits dans ce qu'ils font. Un mari parfait ou une femme parfaite, un papa parfait ou une maman parfaite, un enfant parfait, etc. Tout le monde cherche la perfection dans ce qu'il est, c'est comme ça qu'on s'incarne. Et c'est en le faisant, cherchant toujours le meilleur de ce que, avec ce corps, je suis capable de faire, que je vais manifester ma mission, que je vais manifester mon but. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette activité ou cette vie pour laquelle ce corps est fait? À quoi devrait-il servir? Pour ça, il faut l'observer encore une fois, hein. Et vous avez remarqué que dans tous nos ateliers, on cherche à observer son ego. Et on observe son ego, ce qui veut dire qu'on n'est pas l'ego, on est le soi. Et le but, c'est le soi. Tant que je suis l'ego, je ne peux pas connaître mon but. Quand je suis le soi, je le connais forcément, puisque je suis une façon d'aller vers le grand but. Il n'y a plus de doute. Et c'est ça qui fait les gens qui sont pleins de magnétisme, qui ont un magnétisme extraordinaire et que tout le monde va suivre. Parce qu'ils sont dans leur mission, ils sont incroyables, ils ont une énergie colossale. Ils ont une énergie parce qu'ils sont dans leur but. Sinon, ils n'auraient aucune énergie. S'ils n'avaient pas conscience de leur but, ils ne seraient rien du tout. Ça me rappelle un étudiant, quand je travaillais à l'université à Lorient, un jeune, il avait une vingtaine d'années. Il était toujours entouré un tas d'autres étudiants qui s'accrochaient à lui.
il ne pouvait pas être quelque part sans avoir toute une cour autour de lui. Il allait aux toilettes, tout le monde allait avec lui aux toilettes. C'était un gars qui avait un magnétisme incroyable. Pourquoi il avait un magnétisme incroyable? Il était habité par une passion exceptionnelle. Il avait une passion qui l'habitait totalement. Il n'était pas partagé entre 36 buts. Moi, j'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de trouver une femme, j'ai envie de ceci, j'ai envie de ça. Non, il avait un but et il y allait. Et du fait qu'il allait vers son but, qui était son but, c'était une passion pour le surf et pour les sports les sports maritimes. Dans le Morbihan, ça se comprend. La planche à voile, choses comme ça. Une passion qu'il habitait totalement et où il était devenu un champion. Eh bien, il ne cherchait pas à d'autres objectifs que ça pour sa vie. Il n'allait pas se poser la question: ah oui, mais si je suis ma mission, c'est pas un métier, je vais pas gagner ma vie, je vais pas ceci, je vais pas cela. Il le faisait. Mais c'est bien évident que en remplissant sa mission, il attirait tellement les bonnes choses parce qu'il était dans le but, il était tellement porté par l'énergie de l'univers que, évidemment, je me fais aucun souci pour lui. Il doit gagner sa vie parfaitement bien. Il a dû trouver la femme de ses rêves et avoir une famille merveilleuse. Sa vie doit être parfaite. Il n'a pas cherché à avoir une belle vie. Il a agi, il a été sa vie, il a habité sa mission. Et donc tout le reste a suivi parce qu'il était magnétique. C'est ça le magnétisme personnel. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans votre mission maintenant? Est-ce que votre corps, votre personnalité est en train de manifester au mieux toutes ces possibilités les plus spécifiques et les plus profondes, les plus importantes dans votre vie? Est-ce que vous êtes en train de réaliser ça ou est-ce que vous vous dispersez dans 36 buts différents en poursuivant 36 lièvres à la fois? C'est ça la question. Et c'est ça, le but, c'est l'énergie et donc c'est bon pour la santé. La mission, c'est bon pour la santé. Pourquoi? Parce que c'est yang. Le yang, c'est je vais vers le but. Le yin, c'est je pars dans toutes les directions, je me disperse. Le yin, ça produit toutes les maladies. Le yang, ça guérit toutes les maladies, c'est l'amour. Le yin, c'est la conscience, c'est la séparation, c'est la multiplication. Vous connaissez le principe, on en a déjà parlé, on en reparlera évidemment parce que c'est fondamental. Si vous voulez être yang, trouvez votre but. Et gardez-le. Et ne quittez plus. Ne doutez jamais. Votre corps, c'est cela qu'il faut lire. Votre personnalité, c'est cela qu'il faut lire. Quels sont vos talents les plus spécifiques, les plus personnels, les plus réels? C'est cela qu'il faut développer parce que c'est cela qui vous a été donné. C'est pour cela que vous avez réuni ces atomes et fait ce corps à la naissance. Il ne faut pas que ce soit pour des prunes. De toute façon, vous avez une mission. C'est très dangereux de ne pas avoir de but parce que c'est la déprime, bien sûr. Et les gens qui se suicident sont des gens qui n'ont pas trouvé leur but, évidemment. S'ils l'ont trouvé, ils ne se suicident pas. Il ne faut pas aller jusque-là. Il faut faire attention. Parce que le corps est précieux. Cette incarnation est précieuse. Elle est nécessaire. Elle est utile pour la communauté. Elle est utile pour tout le monde. Elle est utile pour l'univers. On a tous besoin de chacun. C'est grâce aux autres que je suis moi-même, etc. On est tous nécessaires. Si on vit au niveau de l'ego, on peut se dire bah oui, mais moi ça ne me convient pas, donc je vais en finir avec la vie. Bah oui, c'est parce qu'on était au niveau de l'ego, encore une fois. Donc, si on veut échapper à tout ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est d'abord la métaphysique. D'abord la haute métaphysique. D'abord comprendre. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Où est-ce que je vais? Ah, vous commencez à le savoir un petit peu, donc tout va bien. Je ne me fais pas de soucis. Ah, Michel, on a peut-être des questions dans le coin.
Oui, oui, c'était super ça, Franck. Donc, c'est le fameux but personnel, c'est la mission de vie, là. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent leur mission de vie, ils vont aller voir ils vont aller voir des voyantes, des personnes qui ont des capacités pour essayer de trouver leur mission de vie, mais on peut la trouver nous-mêmes, cette mission de vie, là. C'est de Bien savoir sûr. ce qui nous fait vibrer, là. Mhm. Ben C'est oui, surtout ça, là. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, j'imagine? ben oui, ben oui. Qu'est-ce qui fait on est motivé quand on se lève le matin? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Parce que moi, j'en ai quand même beaucoup de choses à accomplir, là, mais Ah oui, tu en accomplis pas mal, ouais, faut pas se plaindre. En fait, tu te disperses un peu quand même. ouais, mais quand même, tu sais, je suis quand même capable de voir mes capacités, mes capacités sont les meilleures, mais j'ai plein d'outils alentour de moi qui me permettent de faire monter mes capacités, mais quand même, c'est tous des outils qui pourraient être, Oui, travaillés par d'autres, là, parce que souvent, là, je vais me perdre dans un outil dans lequel un autre aurait été beaucoup mieux que moi. Tu sais, puis là, j'ai des pertes de temps comme ça. oui. Il faut essayer de trouver, on trouve qu'est-ce qui nous fait vibrer, et ensuite, il faut trouver qui peut nous aider à faire en sorte que qu'est-ce qui nous fait vibrer, on puisse l'activer le plus rapidement possible. Eh bien, si tu sais ce qui te fait vibrer et que tu décides de suivre cela, tu vas t'apercevoir que tous les moyens sont là. On C'est en ça. a déjà parlé en d'autres circonstances. L'univers, ce ne sont que des moyens qu'il s'agit de cueillir, mais les moyens, ils sont là. Simplement, si on n'a pas de direction, si on ne sait pas où on va, on ne s'aperçoit pas qu'on a les moyens, parce qu'on ne sait pas les moyens de quoi. Donc, si tu as des moyens de réaliser quelque chose, mais que tu ne sais pas quelle chose réaliser, tu peux avoir tout ce que tu veux, c'est comme si tu étais pauvre, comme si tu n'avais rien. Ouais, c'est vrai. Ben oui. Et puis j'ai connu aussi un autre exemple d'un danseur professionnel, un Argentin, j'ai connu à Paris. Il- C'était un grand danseur. Il dansait le tango. Il était payé pour danser le tango. C'est formidable. Mais il avait un petit côté de lui qui culpabilisait parce qu'il disait j'aurais pu faire autre chose de ma vie, ou j'aurais pu, etc. Ou est-ce que c'est bien finalement de vivre de la danse? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est ça? En restant de ce qu'on ont dû lui dire ses parents au début, parce que vivre de la danse, il faut quand même être culotté. C'est quand même formidable. Eh ben, il a il a fait ça. Il a trouvé les moyens parce qu'il a décidé, il a réussi avec ça. C'est ça qui le faisait vibrer, comme tu dis. C'est ça qui le faisait vibrer. Il n'a pas décidé autre chose. Il s'est pas dit, il n'a pas remis ça en cause en disant ben, la société va penser que, ou mes parents vont penser que, je vais pas gagner ma vie, etc. Ça le fait vibrer, il le fait. Alors, il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui nous disent ah bah oui, mais moi j'ai un boulot, je suis bien obligé de le faire, il faut que je paye mes traites, tout ça. Ça ne me fait pas vibrer du tout, mais j'y vais quand même. Bah oui, ça n'empêche pas qu'il est temps de trouver sa mission et de trouver ce qui vous fait vibrer et de le faire. Et voilà. Il y a des moments où il faut prendre la décision, hein. On en Ah a oui. parlé aussi de la décision dans nos ateliers. Et c'est là qu'on va être le plus performant, hein. C'est quand on est dans son but, c'est là qu'on va être le plus performant, où on va faire le plus aussi. C'est quand on vibre dans ce qu'on fait. Donc, j'ai des questions, Franck. J'arrive Ouais. ici pour Marie-France qui nous dit, mais alors pourquoi les dépressifs n'ont pas de but? Mais ils en ont un, mais ils ne le savent pas. Le jour où ils le savent, ils ne sont plus du tout dépressifs. Ah oui, c'est ça. Mais oui. Alors évidemment, il y a des gamins qui passent leur temps sur des jeux vidéo, ils ne sauront jamais quel est leur but, hein. Sauf certains pour qui c'est performant d'être sur les jeux vidéo, qui vont devenir des champions et qui vont devenir des stars mondiales parce qu'ils jouent mieux que personne à ces jeux vidéo. Mais la plupart, ils vont être là-dedans parce que justement, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Alors, qu'est-ce qui fait? C'est pas les dépressifs qui n'ont pas de but. Ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qui fait, malgré qu'on ait un but, qu'on puisse être dépressif? Qu'est-ce qu'il peut faire dans une vie qu'on ne voit pas son but, qu'on ne trouve pas sa voie, sa mission? Ben, il y a 36 circonstances pour ça, hein. L'éducation, l'école, n'importe quoi.
les exemples qu'on peut avoir autour de soi. On suit un exemple qui n'est pas le nôtre. On veut faire les choses pour faire plaisir aux uns et aux autres, pour être aimé, alors que c'est pas ça qui nous fait vibrer. Il y a de quantité de raisons. Euh, et, et ces raisons sont évidemment toujours, j'ai parlé tout à l'heure des âmes bien nées, bah, ceux qui ne sont pas conscients de leur but, on ne va pas dire que c'est des âmes mal nées, mais enfin, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Pour certaines raisons, il n'y a pas à culpabiliser pour ça, mais pour certaines raisons, euh, ils ne remarquent pas, ils ne voient pas ce qui les fait vibrer ou ils renoncent à ce qui les fait vibrer. Mais pourtant, tout le monde a des choses qui les fait vibrer, évidemment. Donc il faut passer du problème à la solution, passer du moment où on était quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait à quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui reconnaît. Il faut retrouver un peu ce qu'on était dans son enfance. Qu'est-ce qui nous faisait vibrer au départ? Au départ, on était plein d'enthousiasme pour plein de choses et puis on nous a appuyé sur la tête pour nous empêcher de le réaliser. On nous a dit mais c'est pas sérieux, tu feras pas de musique parce qu'on peut pas gagner sa vie avec ça. Ou ton père était charpentier, tu seras charpentier, tes enfants seront charpentiers, ainsi de suite. Bon, j'ai aucun mépris pour les charpentiers, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que on est attaché à des choses qui ne sont pas légitimes, qui sont de l'ordre des mémoires, de l'ordre de la soumission au monde extérieur, qui sont le contraire de l'autonomie du soi et de l'être créateur en nous. On renie son pouvoir créateur avec tout ça. Et ce qui est important, c'est pas d'attribuer la faute aux autres. C'est pas de dire c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à l'école, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à ceci, à cela. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de se dire c'est la faute à l'attachement à l'ego. C'est la faute au fait que mon mental n'a pas compris. Mon mental, il défend cet ego et cet ego, il a besoin d'être aimé et cet ego, il a besoin il ne croit pas à quelque chose qu'il domine, il ne croit pas à sa mission, il ne croit pas au but, il ne croit pas à l'universalité de la conscience, il ne croit à rien de tout ça. Et de ce fait-là, il est perdu dans le monde au milieu des autres. Il dit qu'est-ce que je vais faire pour être accepté par les autres? Qu'est-ce que je vais faire pour que les autres me reconnaissent? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir ma place, pour avoir raison par rapport aux autres? Qu'est-ce que je peux trouver? Euh, et, et ça va être la préoccupation majeure, ça va être d'entretenir et d'accomplir cet ego, pas d'accomplir, de le maintenir, de l'entretenir en tant que tel qu'on croit qu'il est. Alors que notre réalisation, c'est toujours de changer d'identification, de changer de l'image de soi, de changer de ce qu'on croit être. Et il est toujours temps de le faire de toute façon. Il y a des gens qui découvrent leur but à 90 ans. Hein. Il n'est pas trop tard à 90 ans pour le réaliser. C'est une question d'énergie. Et l'énergie, elle vient de ce but précisément. Donc si d'un seul coup, on a cette révélation que on a passé sa vie à ne pas faire ce pour quoi on était fait et qu'aujourd'hui, on a compris ce pour quoi on était fait et qu'on le décide une fois pour toutes, et décider une fois pour toutes, ça veut dire ne pas attribuer d'importance au fait que l'ego va se trouver remis en cause, va se trouver détesté, faut provoquer des jalousies, des choses comme ça, tout ce qui fait peur et qui fait qu'on ne veut pas se réaliser. Et on pourra faire une liste de 150 émotions comme ça qui empêchent de se réaliser pour faire plaisir à la matière, au monde extérieur, etc. Non, il ne s'agit pas de blesser le monde extérieur, il ne s'agit pas d'être méchant avec le monde extérieur, il s'agit d'être autonome. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui est autonome et qui est souverain, il ne fait de mal à personne. Et puis, si il s'aperçoit que pour éviter de blesser des parents ou des amis, etc., il faut mettre la pédale douce et bon, peut-être même faire semblant pour ne pas blesser quelqu'un, eh ben on va le faire, oui. Mais on n'en pense pas moins. On sait que dès que on n'a pas pour ça quitté de vue son but. On sait où on va, même si pendant un temps on veut faire plaisir à quelqu'un, on veut pas inquiéter ses parents, on veut pas, etc. On va se dire dans les clous et bien faire ce qu'ils attendent de nous. Ben ça, c'est quand même aussi une preuve d'amour.
Mais c'est important cette preuve d'amour à condition que ce soit une vraie preuve d'amour. Que ce ne soit pas un besoin d'être aimé. Ça n'a rien à voir, c'est le contraire. C'est une preuve d'amour parce qu'on fait ça pour eux, par gentillesse, par douceur, par rapport à notre vie, par rapport à la vie qui nous entoure. On va faire ça en douceur et donc on va prendre le temps qu'il faut. Mais au fond de soi, on sait où on va et on y va de toute façon. Et il y aura un moment où, de toute façon, il n'y aura plus de compromission possible. Mais des compromissions, il y en a tout le temps dans la vie et c'est heureux. Ce n'est pas un principe de ne faire jamais la moindre concession au monde extérieur. C'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est être sûr de sa direction intérieure. Mais après, faire des concessions au monde extérieur, on va en faire. Et il faudra en faire. Parce que si on ne faisait pas, on serait un être paranoïaque qui croit que tout lui est permis, qu'il peut ne tenir aucun compte du monde qui l'entoure. Or, on doit tenir compte du monde qui nous entoure, y compris de cette personne-là, et ne pas la mettre en péril en voulant aller trop vite en besogne ou trop violemment en besogne. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, voilà. OK. Ici, de test de biorésonance. Hey, je me rends pas compte que je suis créateur de l'univers, de tout ce qui est. Ce processus devient-il conscient un jour? Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas besoin. Le savoir est suffisant. En être conscient, c'est à peu près impossible. Vous n'allez pas à chaque instant vous rendre compte que c'est vous qui faites tourner la Terre autour du Soleil. Ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait pas d'utilité. Vous savez que c'est la conscience qui vous habite qui fait ça. Et vous êtes en harmonie et en solidarité et, avec ce principe-là. Et vous êtes conscient que ce principe créateur qui est responsable de toute chose, c'est lui qui vous donne ce corps, qui entretient ce corps d'instant en instant, qui le permet d'évoluer, et que ce but, c'est votre vraie réalité. Si vous le savez, si vous le respectez, si vous vous en réjouissez, si vous avez de la gratitude par rapport à ça, c'est bien suffisant. Il n'y a aucun besoin d'avoir ce sentiment-là que c'est moi qui ai provoqué, qui fait que je rencontre telle personne aujourd'hui. Je sais que si je rencontre quelqu'un aujourd'hui, c'est moi qui l'ai créé. Mais je n'ai pas besoin d'être conscient du processus. Ce serait même, c'est pas du tout d'actualité. On est là pour vivre avec un corps personnel, avec des limites de l'incarnation, et vivre dans le monde, par conséquent, en relation avec les autres, et donc en animant cet ego-là. Mais l'animer et aimer cet ego et le faire vivre et lui faire remplir sa mission ne veut pas dire y être attaché. C'est pas la même chose. Y être attaché, c'est ne connaître que ça et ne vouloir pas que ça bouge, ne pas vouloir que ça change. Et donc ignorer totalement le but. Là, c'est pas ça. Cet ego est au service du but et je suis conscient du but, mais conscient jusqu'à un certain point. Je veux dire, je suis conscient, je l'ai compris, mais je ne m'identifie pas à Dieu. Je ne m'identifie pas au créateur de l'univers. Je ne m'identifie pas au fait que si la matière existe et si la gravitation fonctionne comme on le croit, c'est ma faute. Je n'y suis pour rien. En fait, en tant que personne, je n'y suis pour rien. Et si je m'attribue cette responsabilité, j'explose. Je deviens totalement paranoïaque. Mais la paranoïa, c'est une maladie mentale qui vient du fait qu'on a l'intuition de cette toute-puissance et qu'on veut l'attribuer à l'ego. Or, l'ego n'est pas du tout tout-puissant. L'ego, il est le serviteur de quelque chose qui n'est pas conscient, le serviteur de mon inconscient. Le soi, c'est mon inconscient essentiellement. C'est ce qui me dirige. Le problème, c'est de lui faire confiance. Ce n'est pas de vouloir être conscient à sa place. L'inconscient n'est pas fait pour être conscient, vous comprenez volontiers. Mais l'inconscient, je le respecte et je le reconnais. Si on appelle le soi l'inconscient, moi, ça me va. Il n'y a pas de problème avec ça. Je n'utilise pas ce vocabulaire-là parce que ça ne permet pas de comprendre les choses. Mais si on utilise ce vocabulaire-là, ce n'est pas gênant. Et si ça peut aider, ce n'est pas grave, c'est bien. Donc je fais confiance à cet inconscient qui, lui, est créateur de l'univers.
c'est parfait, c'est très bien. Et qui donc a créé ce corps. Et donc je contribue à la réalisation du grand but, la réalisation de l'univers, au travers de ma mission personnelle. Mais si je m'attribue la responsabilité de tout l'univers, c'est fini, je ne vais plus pouvoir m'occuper de ma personne. Je ne vais plus pouvoir me réaliser ma mission personnelle. Comment voulez-vous être au four et au moulin? Vous ne pouvez pas. Si vous avez une mission, vous la faites et vous la faites en tant qu'ego. Si vous utilisez votre ego pour réaliser ça, vous êtes complètement solidaire avec cet ego, vous l'entretenez pour ça, vous le développez pour ça, l'éduquez pour ça et vous le faites avec joie, etc. En sachant que vous le faites pour l'univers tout entier parce que chacun est responsable d'une partie de la création de l'univers et d'une partie de la réalisation du but. Mais personne n'est là pour se considérer comme responsable de l'univers tout entier. Ça n'a pas de sens. Il faut y faire très attention parce que c'est un des problèmes majeurs de la compréhension métaphysique, c'est de se rester attaché à l'ego tout en croyant qu'on est tout puissant et qu'on est créateur. Ce n'est pas l'ego qui est créateur, pas du tout. L'ego est au service du créateur. Je suis ce créateur, je le sais, mais en tant que conscient, je ne fais que travailler au niveau de l'ego, au niveau relationnel, au niveau de l'opposition avec le monde extérieur qui est mon inconscient en fait. C'est mon inconscient, le monde extérieur, qui me demande d'être comme ça. Je fais ça pour lui. Je fais ça par amour pour l'univers. Mais pas en me disant je maîtrise l'univers. Certainement pas. Et donc, il ne faut pas espérer devenir conscient un jour d'être créateur de toutes les choses qui nous arrivent. On peut l'orienter. On peut savoir que, ah bah tiens, mes vibrations font que c'est telle chose qui se produit alors que ça aurait pu être telle autre chose. J'ai voulu réussir telle chose, je l'ai réussi, c'est merveilleux, ça confirme que j'étais dans la bonne attitude, ok, mais il n'empêche que le créateur, il est bien au-dessus de tout ça. J'ai mis simplement mon ego dans les conditions permettant à la création de se faire, mais je n'ai pas à espérer devenir conscient de cette création elle-même. Vous vous rendez compte l'horreur s'il fallait que vous pensiez à chacun des atomes qui vous constituent et le recréer à chaque instant, je recrée telle particule pour qu'elle tourne autour de telle autre, etc. Ou telle cellule, il faut que tel neurone, il fonctionne comme ça, etc. Ou mon cœur, il faut qu'il batte. Mais là, je prends des exemples minimes. Mais si vous vous occupez aussi des galaxies dont vous ne connaîtrez jamais l'existence, c'est de la folie. C'est de la folie. Et cette folie-là, il faut y échapper. Et pour y échapper, il faut beaucoup de douceur dans la compréhension métaphysique. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Même si on a tendance ici à aller un peu vite en besogne, souvent, bon, bah, je fais confiance à votre sagesse parce que j'ai tendance à me dire, ceux qui écoutent cet enseignement, ils sont prêts à l'écouter. Je pense qu'à notre époque, c'est comme ça. Il y a eu une époque où ces vérités étaient cachées. Elles étaient cachées dans des écoles de philosophie où seuls certains initiés étaient autorisés à y aller, mais après bien des épreuves initiatiques. Nous, on n'a pas passé des épreuves initiatiques pour ça, on va directement dans l'initiation. OK. C'est parce que aujourd'hui, c'est comme ça va plus vite. C'est une urgence entre guillemets, bien qu'il n'y a pas d'enjeu particulier, c'est une urgence. Et on n'a pas on n'est plus dans la situation du Moyen Âge ou de l'Antiquité, c'est plus pareil. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est l'ère des révélations, les choses sont dites au grand jour et vous les prenez, vous gardez ce qui vous convient et vous ne gardez pas ce qui ne vous convient pas et vous essayez vous-même d'évoluer à votre rythme à partir de ça, avec des étapes quand même dont la compréhension de votre mission fait partie. C'est une des étapes essentielles de votre évolution, c'est bien clair. Mais ne croyez pas que votre mission soit d'être consciemment le créateur de l'univers. Laissez votre inconscient s'occuper de ça. OK, Franck. Ici, une bonne question de Josette Morlaix qui dit d'où viennent les particules atomiques constituant tout ce qui existe dans l'univers et le cosmos? Bah, c'est une question légitime. Ça m'étonnerait que je rentre là-dedans dans cet atelier parce que ce n'est pas du tout le sujet, mais sachez bien que vous le saurez. Si vous étudiez, vous avez en particulier dans le niveau 4 du projet métaquantique, vous avez toute une partie qui est consacrée à ça, qui vous explique très clairement, mais il faut comprendre aussi les deux premières parties.
c'est la partie 3 et 4, qui vous explique très clairement et très, très en détail d'où viennent les particules atomiques, pourquoi elles constituent des atomes et pourquoi tout l'univers est constitué d'atomes et de particules atomiques qui sont en fait des galaxies. C'est la même chose, les galaxies et les atomes. Mais bon, le comprendre demande un peu de temps et beaucoup d'attention. Et c'est pas forcément indispensable aujourd'hui pour les gens qui ont besoin de trouver leur mission. Cela dit, c'est clair que j'en connais de très près, dont la mission était justement d'expliquer ça. Je pense à mon père en particulier. Il est vraiment venu pour ça dès l'âge de 12 ans. Il commençait à remettre en cause la gravitation et les sciences qu'on enseignait à l'école. Et à 33 ans, il a réalisé son grand œuvre qui consistait à comprendre la création des atomes et de l'univers à partir de la seule énergie magnétique. Et puis, moi, de mon côté, je me suis attelé à comprendre l'origine de cette énergie magnétique à chaque instant à partir du néant. Voilà pourquoi nous sommes là en ce moment en train de communiquer par Internet interposé. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez les solutions. Niveau 4. Maintenant, pourquoi toujours parler des êtres d'exception, Mozart, les champions de surf? Ce n'est pas le monde ordinaire. Ça devrait l'être, ça pourrait l'être. Chacun d'entre vous, le jour où il aura réalisé sa mission, il s'apercevra qu'il est un Mozart ou un champion de surf. Hein. Parce que chacun a quelque chose à faire de précis. C'est pas forcément du surf ou de la musique, mais comme je disais, on peut être charpentier, on peut être menuisier, on peut être cuisinier, on peut être femme de ménage, on peut être tout ça. On peut réaliser une mission et faire ça à la perfection et être un grand être à travers ça. On est un être d'exception dans ce cas-là, parce que tout le monde ne fait pas le ménage de la même façon. Il y a des gens pour qui c'est la mission, c'est parfait. Il y a des gens pour qui c'est pas la mission, ils vont le faire quand même. C'est louable, c'est très louable. Simplement, il ne faut pas que ça les empêche en plus ou à côté ou à la place peut-être un jour de réaliser leur mission. Et ne vous inquiétez pas, vous avez une mission et le jour où vous la réaliserez, et le jour où vous serez complètement dedans, même avant de la réaliser, parce que toute cette énergie vous portera, vous serez considéré comme un être d'exception quelque part, plus ou moins, mais quand même. C'est tellement rare les gens qui sont totalement dans leur mission. Beaucoup le sont un peu, beaucoup le sont, c'est vrai. Est-ce que autour de vous, vous n'avez pas beaucoup de gens que vous pouvez considérer comme des êtres d'exception parce qu'ils se réalisent vraiment au travers de ce qu'ils font, même si leurs fonctions sont modestes ou leur façon de faire passe inaperçue. Hein. Ça peut arriver, mais ça peut être quand même des êtres d'exception. Quand j'ai pris les exemples de Mozart ou d'étudiants qui faisaient du surf, qui faisaient de la planche à voile, c'est que c'est juste pour illustrer. C'est un peu excessif, évidemment. C'est des extrêmes. On n'est pas tous des extrêmes, mais quand même. Euh, on est tous faits pour ça. On est tous faits pour se réaliser totalement. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs vies, 10 vies, 100 vies, évidemment. Alors pendant 10 ou 20 vies, on ne va pas être des êtres d'exception, et puis pendant une vie, on va être un être d'exception. Oui. Et c'est la même personne. Hein. Et c'est pas grave. Il faut se pardonner de tout ça. Il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se cravacher, il ne faut pas se culpabiliser. Non. Une fois qu'on a compris, on fait ce qu'il faut. On fait le mieux possible. Et tant qu'on n'a pas compris, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et il n'y a pas à culpabiliser pour ça. On y va, on y va, on y va. On va toujours vers le but. L'important, c'est de garder ce but en vue, de garder sa mission personnelle en vue, de ne pas la quitter des yeux, parce qu'avoir le grand but des yeux, ça non. Le monsieur qui parlait avant, il nous disait, est-ce que je vais être conscient d'être créateur de l'univers? Ben non, parce que mon but, le vrai but, c'est un but infini qui n'est pas juste d'avoir à titre personnel. Personne n'a pour mission de faire l'unité de tout l'univers et de réaliser le néant. Ce n'est la mission de personne. La mission de chacun, là où il est, c'est de réaliser sa mission personnelle. Et c'est en réalisant cette petite mission personnelle
mais en la réalisant au mieux, et donc d'être, dans ce cas-là, complètement en harmonie avec le grand but, qu'on contribue à ce grand but et qu'on joue parfaitement son rôle, et donc qu'on est porté par cette énergie de l'univers, et donc qu'on passe pour un être d'exception. On dit d'exception parce qu'il y a peu de gens finalement qui se réalisent totalement dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie, qui ne sont pas très heureux dans leur vie. Bah oui, ils n'ont peut-être jamais eu la possibilité de faire ce qui les faisait vibrer. Ils ne l'ont jamais vu. Bah, c'est dommage, c'est triste. Peut-être ce sera la prochaine fois. Mais bon, on est, on est tous face à cette question-là. On a tous besoin de résoudre cette quadrature du cercle qui est par rapport à l'ego, de dépasser ses limites. L'ego, c'est des limites et on est là pour les dépasser tout le temps, tout le temps. Et on a besoin de ces limites. Donc c'est paradoxal, c'est difficile de s'en sortir avec ça. Mais la vie est une chose difficile. C'est simple, mais c'est difficile à cause de cette dualité. Je veux aller dans un sens, il y a toujours une inertie qui me freine, qui m'empêche d'y aller. Mais si je suis toujours, toujours convaincu de ce vers quoi je vais, alors l'inertie reculera toujours, toujours. Parce que l'inertie n'est pas une force, ce n'est qu'une inertie. C'est bien le mot qui convient. Cette inertie, si l'énergie qui pousse le mouvement est la plus forte, eh bien, les choses se font. Les choses se font. L'inertie n'est pas une volonté contraire au grand but. Elle, elle paraît être cela. Elle donne l'impression d'être cela. Elle joue ce rôle-là, mais en réalité, la seule source d'énergie, c'est le grand but. Et c'est ce grand but qui nous tire en avant et qui nous aide, qui nous soutient lorsque nous nous mettons sur les bons rails de cette énergie universelle. OK. Donc ne culpabilisons pas de vivre un monde ordinaire, ne culpabilisons pas. C'est provisoire, tout est provisoire. Il faut avoir l'objectif en vue. Excuse-moi, Michel. Il n'y a pas de trouble, frère. Il n'y a pas de trouble. Il y a Josette qui dit oui, je pense que je me suis toujours trop dispersé dans ma vie. Je n'ai jamais, en fait, su trouver une passion. C'est vrai que c'est un problème parce que le LGC, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup, énormément qui cherchent leur mission d'âme. Donc, ils cherchent des gens qui sont capables de communiquer avec leur âme pour que ces gens-là leur disent quelle est leur mission. Et donc, il y a vraiment beaucoup de gens là, qui se dispersent trop. On peut être modeste par rapport à ça et reconnaître qu'on n'est pas forcément tous la mission d'être président de la République ou d'être roi du pétrole ou d'être Léonard de Vinci. Hein. C'est pas indispensable. On peut se réaliser dans les choses les plus modestes et c'est parfait. Le problème, c'est lorsqu'on fait ces choses modestes et que ce n'est pas la mission. Alors on est malheureux parce qu'on a une autre mission. Mais si on a une vie modeste et que c'est notre mission, c'est parfait, c'est merveilleux. Il y a plein de gens dont c'est le cas. Donc ils peuvent se dire, oh, moi je n'ai pas réussi ma vie. Bah si, peut-être qu'ils ont très bien réussi leur vie, mais ils ne le savent pas parce qu'ils la comparent à d'autres. Et les autres disent, oh, il n'est rien dans la société, etc. C'est pas intéressant. Et non, c'est pas vrai. Il se peut que pour lui, ce soit quelque chose de fondamental et que grâce à ça, il a montré un exemple, il a été un maître pour les autres. Il a montré une modestie, il a montré une patience, il a montré tout ce qu'on veut, tout ce qui peut être des choses extraordinaires, et ça peut être ça, sa mission, n'est-ce pas? Donc, déjà, faites le point. Faites le point de ce que vous avez fait. Hein. Si ça se trouve, avec le recul, vous allez vous apercevoir que ce que vous avez fait, vous l'avez fait tellement bien que vous avez rendu service à énormément de gens. Parce que la mission, c'est toujours pour les autres en réalité. C'est jamais pour soi. Ça doit nous épanouir, mais l'épanouissement de l'ego ne peut se faire que par amour pour les autres et pour servir notre univers et pour élever les vibrations de notre univers à l'extérieur. Donc, si c'est le cas, si vous avez été poinçonneur de tickets dans le métro, il n'y en a plus beaucoup de nos jours, c'est clair, mais c'est pas évident de trouver sa mission là-dedans. Mais il y en a qui pourraient le faire. Un autre exemple, un jeune aussi que j'ai connu
il y a au moins 20 ans de ça. Il était ouvreur dans un théâtre, dans une salle de concert. Et avant le spectacle, il allait vérifier les billets des uns et des autres sur leur chaise. On pourrait dire: «Quel boulot nul, c'est vraiment pas intéressant, il y a pas de quoi en faire un plat, quelle perte de vie, ce jeune qui avait peut-être plein de talent». Effectivement, il avait plein de talent et il avait un talent énorme, c'est que chaque fois qu'il allait vers quelqu'un et qu'il lui demandait son billet, il arrivait à faire rire toute la salle. C'était un véritable spectacle que ce jeune qui faisait son petit boulot pour gagner 3 sous et qui montrait un talent extraordinaire. Ben, je suis certain que dans cette mission-là, il s'est épanoui énormément. Donc ça paye pas de mine. Mais il y en a d'autres qui auraient fait ça en faisant la tête, en n'étant pas contents. Et lui, il faisait ça, c'était vraiment un plaisir que de le regarder. On avait envie de se dire, bon, bah, maintenant qu'il a ramassé les billets, on peut s'en aller, on a vu le spectacle. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et, et ça montre que dans son esprit, il était positif. Dans son esprit, il disait, je fais ça pour le bonheur des autres. Je ne fais pas ça pour gagner des sous. Je ne fais pas ça pour passer le temps. Je ne fais pas ça parce que je n'ai pas trouvé autre chose. Je fais ça et donc, c'est la seule chose que je dois faire pour l'instant. Et donc, je vais faire ça le mieux possible. Et donc, je vais faire ça pour le bonheur du monde qui m'entoure. Il est bien évident que en utilisant comme ça les circonstances pour aller vers le but, j'en aurais parlé de métaphysique, il aurait peut-être dit: «Qu'est-ce que c'est que ce fou?» Il aurait peut-être jamais rien compris à ce que je disais. Mais c'est exactement la même chose. Parce qu'en utilisant les circonstances comme ça pour faire le bien du monde qui l'entoure, il a contribué au grand but, bien entendu. Et il était dans une mission dont il ignorait totalement que c'était une mission. Mais c'était une mission. Parce que ce qu'il a fait était irremplaçable. Personne d'autre n'avait fait ça. Et personne d'autre ne pouvait apporter ce petit bonheur aux gens à la seconde. Euh, autrement, c'était, c'était, c'était comme ça, quoi. Il faisait bien. Il était incarné dans ce qu'il faisait. Et donc, je n'ai aucun doute que le fait d'avoir été comme ça porté forcément par l'énergie de l'univers, puisqu'il faisait ça dans une bonne intention, eh bien, a fait qu'il a attiré d'autres choses très bonnes dans sa vie et que je ne serais pas surpris aujourd'hui d'apprendre qu'il a réalisé une très belle vie et que sa vie s'est épanouie dans d'autres directions, beaucoup moins modestes que celle-là, et où il a parfaitement réussi pour ça, et où il a été parfaitement heureux. Parce que le bonheur, c'est comme ça que ça se fabrique. Ça se fabrique en ne regardant pas son nombril, en disant qu'est-ce que je suis malheureux, qu'est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que j'ai pas de chance, et qu'est-ce que, etc. Mais c'est en disant je suis là, ici et maintenant, avec ce corps, avec ces talents, avec tout ça, comment je vais utiliser ce corps pour apporter du bonheur et élever les vibrations autour de moi. Et il y a toujours moyen. Et si je cherche cela, je vais déjà me donner une mission. Je me la donne, cette mission. Mais ça ne va pas durer éternellement. Il y aura un moment où je vais en sortir et où ça changera et ce sera une autre mission qui me sera évidente parce que j'aurai bien rempli ma mission la première fois. Donc, où qu'on soit, quoi qu'on fasse, on peut dire comment je peux rendre cette mission, parce que c'en est une, la meilleure possible. Et faire en sorte de m'épanouir le plus possible en apportant le plus d'épanouissement possible aux autres et en faisant en sorte d'élever les vibrations du monde qui m'entoure. Si je ne sais pas quelle est ma mission, si je n'ai pas de passion, qu'est-ce que je fais? Je fais des choses quand même. Et bien, ces choses-là, je vais les faire pour les autres. Je vais les faire pour apporter plus de bonheur. C'est des petites passions, c'est des petits talents, des petites choses que je sais faire, que je fais. Je vais faire en sorte qu'elles soient le plus utiles possible. Faire en sorte qu'elles soient un vrai cadeau pour les gens qui m'entourent. Et je vais m'apercevoir que je vais recueillir des fruits auxquels je ne m'attendais pas. Je vais faire des rencontres avec des gens que je n'aurais jamais espéré. Et on va me proposer des choses qui correspondront à ça. Ça, c'est la magie de l'univers, c'est la magie de la décision, c'est la magie d'être dans l'énergie de l'univers, c'est-à-dire agir non pas pour l'ego, mais agir pour le but. Donc, si on n'a pas de passion, on en fait une avec le peu qu'on a.
on s'arrange pour en faire une passion. Ce ne sera jamais une passion si c'est pour l'ego, ça peut devenir une passion si c'est pour les autres. Après, on voit. Mais de toute façon, on peut toujours aussi chercher, qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Quand je serai mort, ou quand je serai sur mon lit de mort, ce qui arrivera probablement un jour, quoiqu'on ne meure pas toujours dans son lit, heu, qu'est-ce que je me dirais par rapport à cette vie? Je me dirais: «Qu'est-ce que je n'ai pas réalisé, que j'aurais pu réaliser et qu'apparemment j'aurais dû réaliser en fonction des moyens que j'ai eus dans ma vie, en fonction de l'éducation que j'ai eue, en fonction des possibilités physiques que j'ai eues, psychologiques que j'ai eues, j'avais des talents pour ceci et cela, je ne l'ai pas fait. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? OK, ben, il ne faut pas attendre là, il ne faut pas attendre ce moment-là. Il faut faire le point tout de suite et dire: «Qu'est-ce que maintenant j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui» ou même si j'ai envie de rien, c'est le cas de beaucoup de gens qui disent: «Je n'ai envie de rien». Ce n'est pas vrai. Tout le monde a envie de choses, mais on se cache les yeux, on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir parce qu'on ne croit pas qu'on mérite ça, parce que les parents, et cetera, nous ont dit, «Tu es pas bien, ce que tu fais n'est pas, tu n'arriveras jamais à rien» ou, «Tu mérites pas pour une raison X ou une autre». Ça, c'est l'impression qu'on a, c'est la responsabilité du monde extérieur. Mais le monde extérieur n'a aucune, responsabilité en réalité. En réalité, il faut utiliser tout ça pour se renforcer. Utiliser pour ça pour dire: «Ah oui, vous voulez pas que je fasse ça? Bien, moi, je sais ce que je veux. Je sais d'autant mieux ce que je veux. Je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. On m'a empêché de faire quelque chose, donc c'est que j'avais envie de faire cette chose. Sinon, on m'en aurait pas empêché. Mais c'est intéressant ça. J'avais donc envie de faire cette chose-là et je l'ai pas faite. Et depuis, j'ai tellement pris l'habitude de ne pas faire ce dont j'avais envie que je dis: «J'ai aucune passion». Mais on retourne en arrière, on fait tourner le film en arrière. Qu'est-ce qu'on m'a empêché de faire? Qu'est-ce que la vie m'a empêché de faire? Si j'ai ressenti cet empêchement, si j'ai ressenti cette impossibilité, c'est que j'avais une intention. Je vais développer, je vais tirer sur cette intention, la développer et voir où elle m'emmène. Voir si vraiment il n'y a pas derrière quelque chose de profond et quelque chose qu'aujourd'hui je pourrais réaliser et m'épanouir avec. C'est une piste. Vous pouvez l'essayer, puis vous me direz la prochaine fois si ça a servi à quelque chose. Un exercice personnel en quelque sorte. Vous pouvez réécouter ça dans tous ces ateliers sont réécoutables, hein. Donc, si des choses vous échappent ou vous n'avez pas le temps de noter ce que je dis, n'hésitez pas, vous retournez les écouter, écoutez l'enregistrement et vous le retrouvez, tout ça, il n'y a pas de problème. OK, 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 OK. Ben, ça me fait penser, Franck, que j'ai découvert, je ne sais pas si tu connais ça, l'Ayurveda. Mmh, mmh, C'est un genre de philosophie en Inde. oui, Là-dedans, il y a les Veta, les Pitta, les Kapha. Et là, kappa. les Kapha, je pense que c'est ça, les Kapha. Ben, eux, ils ne sont pas comme les Veta. Les Veta, ils ont plus des ambitions de devenir, je ne sais pas, président de la République, etc. Les Pitta, eux, ils vont plus exécuter les idées des Veta, mais ils vont essayer d'aller un peu sur les Veta. Mais Oui, les Kapha, eux, c'est plus les gens qui vont faire leur famille, la femme chef de famille qui s'occupe de ses enfants. oui. Donc, c'est un peu les. J'ai trouvé ça bien, c'est parce que j'ai appris ça, c'est la semaine dernière, un peu. J'ai écouté une vidéo là-dessus. Mmh. Et on se retrouve bien là-dedans. Et toi, tu es Vata. Moi aussi, je suis Vata, hein. Ouais, c'est ça, oui, je suis C'est clair, hein. Moi, je suis Vata, toi, tu es Vata aussi. Je ne suis pas du tout Pitta. Euh, et ça n'empêche pas que, en tant que Vata, on a des missions, et comme tu dis, en tant que Pitta, on a d'autres missions. Il y a des gens dont la mission, c'est d'avoir une famille. Dans cette vie, c'est ça, de se consacrer à leur famille et de ne pas bouger de là, d'être totalement fidèle, totalement impliqué là-dedans, totalement incarné là-dedans, et de la défendre dans toutes circonstances, etc. C'est une mission comme une autre, c'est une mission tout à fait légitime. C'est pas, on ne mesure pas la valeur d'une mission au nombre de dollars qu'on a gagnés ou au nombre d'auditeurs qu'on a dans le public, ou tout ça. C'est pas ça qui va faire qu'on a réalisé sa mission ou pas. C'est sur des symptômes qui n'ont pas de signification en réalité. Ben, c'est ça. Hein. Puis à ce que j'ai cru comprendre, là, c'est que
Les gens qui sont plus dans la catégorie CAFA, ben eux, ils veulent faire leur vie. C'est des gens qui viennent muscler rapidement. C'est des gens qui. Oui, CAPA, je disais ça. Je Les disais CAFA, PITA, je ouais, me ouais. suis trompé. Et PITA, c'est un intermédiaire entre les deux. C'est Oui, CAPA. oui, c'est ça, c'est ça. Là, mais eux, tu sais, ils ont pas d'envie de devenir le président de la République ou le chef d'équipe. Ou eux, ils veulent faire leur métier de défenseur dans une équipe. Puis ils se lèvent le matin, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça leur but dans la vie. Tu vois? Donc, il y a toutes sortes de styles de gens, il y a toutes sortes de missions, il y a toutes sortes de. Et puis, il faut vraiment trouver sa mission. Il ne faut pas penser que sa mission, c'est une mission par rapport à une personne. C'est sa mission par rapport à soi. Hein. J'imagine Oui. qu'il faut vraiment Faut bien. pas se comparer. Il n'y a rien à comparer. C'est ça. D'ici de Marie-France qui dit, d'après vous, quel est le pourcentage de gens qui ont vraiment trouvé leur but? Aucune idée. C'est difficile à dire parce que c'est relatif. On ne peut pas le voir de l'extérieur non plus. Il y a des gens qui sont dans leur mission, on pourrait croire que non. Ouais. Et puis, il y a des gens qui n'y sont pas, on pourrait croire que oui. Je ne saurais pas répondre à ça. De Jean-Pierre qui nous dit, une mission qui fait vibrer entraîne-t-elle forcément tous les moyens qui feront vibrer? Par exemple, si un des moyens ne fait pas vibrer, mais qu'il sert à la mission. Ouais, c'est bien, ça, une bonne question. C'est les moyens qui ne vont pas vibrer. A priori, si on sait parfaitement où on va, on trouve les moyens dont on a besoin. Si c'est une décision, si c'est clair, si on n'en démord pas, les moyens, ils seront là. Mais les moyens qui font vibrer, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. C'est la mission plutôt, c'est la réalisation qui fait vibrer. Mais, les moyens sont des moyens, quoi. Mais, non, mais ce qu'il dit, c'est que si les moyens ne font pas vibrer, eux, par exemple, si un des moyens ne fait pas vibrer, mais qu'il sert à la mission, alors est-ce qu'il faut se concentrer sur ce moyen-là quand même? Mais s'il ne fait pas vibrer. Écoute, de toute façon, il y aura toujours un besoin de discernement, quoi qu'il arrive. Moi, je donne des règles générales, mais il n'empêche que la spiritualité, c'est jamais des recettes toutes faites. Quand les circonstances se présentent, il faut toujours se demander qu'est-ce que je dois décider, et tenir compte, essayer de tenir compte de tous les éléments, l'entretien de cet ego, la réalisation de cet ego, le besoin des autres, les problèmes qu'on peut créer aux autres, ainsi de suite. Il y a tout un tas de choses à prendre en considération qui qu'on peut pas, c'est pas blanc ou noir. Donc la spiritualité supposera toujours qu'on exerce notre discernement et qu'on décide à chaque fois, en toutes circonstances, comment je dois me comporter. Et je ne pourrai jamais donner des règles absolues, même si je donne des règles générales, dans la pratique, ce ne sera jamais des règles absolues. Ce qu'il faut, c'est que la direction soit juste, la direction soit claire et que la compréhension des phénomènes soit claire. Et à partir de là, il ne faut pas être ni scolaire, ni radical, ni brutal dans sa réalisation. Donc, il peut y avoir des circonstances qui peuvent m'aider à réaliser ma mission et que je sois légitime de dire non, j'y renonce. Parce que même si je pourrais le prendre et ça me propulserait vers mon ambition, par exemple, mais ça ferait du mal aux uns aux autres, ben non, dans ce cas-là, je ne prends pas ce moyen-là, bien sûr. C'est pas parce que le moyen se présente que je dois l'utiliser. Et cela, c'est très important parce que euh, on est toujours mis à l'épreuve. Dans le monde spirituel, on est toujours mis à l'épreuve. Et c'est toujours l'amour qui doit décider. Et s'il y a un moment où c'est autre chose que l'amour qui nous fait agir, eh bien, ça veut dire que notre ego a repris le dessus et qu'on recommence à être habité par les forces contraires qui n'y sont pour rien. C'est simplement parce qu'on les a invités en donnant trop d'importance à notre ego. Donc, toujours vigilance, toujours rien n'est jamais sûr. En spiritualité, il faut toujours faire preuve de discernement. On peut s'imaginer que ah, ça y est, je suis réalisé, tout va pour le mieux, les choses m'arrivent, etc. Et puis il y a un piège terrible là-dedans qui va être un piège d'orgueil, un piège de pouvoir ou autre chose, et hop, on plonge dedans. Ben non, il ne faut pas plonger.
Il faut être vigilant sur soi-même toujours. OK. OK. Donc, de Marie-France qui nous dit, la haute métaphysique peut-elle être une mission? Bah, pour certains, oui, pour d'autres, pas du tout. Ça, pour moi, c'est vraisemblable. Il y en a d'autres dans notre entourage, dans nos étudiants, pour qui ça a l'air d'être une mission aussi. Je m'en réjouis, mais il n'y a pas de raison de considérer que c'est la mission exemplaire, hein, pas du tout. De toute façon, chacun est un enseignant pour les uns ou pour les autres, dans sa façon de se comporter. On ne peut pas faire autrement. On est tous des enseignants et des élèves, des étudiants les uns des autres, et des thérapeutes les uns des autres, hein, de toute façon. Quoi qu'on fasse, quel que soit le degré, l'importance de ce qu'on fait ou la modestie de ce qu'on fait, on est toujours un exemple. Il y a des gens qui ne s'en aperçoivent pas. On peut être un exemple formidable, faire un travail formidable, et ça passe totalement inaperçu, personne ne s'en aperçoit, ben c'est pas grave, parce que le fait aussi de passer inaperçu, ça peut être faire partie de la mission. On ne peut pas savoir parce que c'est des affaires qui remontent à loin et qui font qu'on se trouve dans telle circonstance et que c'est ça qu'on a besoin de développer précisément et pas autre chose. Alors, on ne peut pas juger, hein. Il faut s'en abstenir. On ne peut pas non plus dire qu'une chose qui est une mission pour tout le monde. Une mission pour tout le monde, on pourrait dire, c'est de développer et de progresser en amour. Ça, c'est clair, on peut dire que c'est la mission de tout le monde. Mais sorti de là, il n'y a rien qui soit universel. OK, Franck. Une dernière question. Voilà, pour l'instant, c'est la dernière. De Simone, peu de gens se réalisent car cela requiert du courage. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, peu de gens se réalisent lorsque ça demande à renoncer à certaines choses. Bon, quand on prend une décision, ça veut dire qu'on renonce à d'autres choses. Alors à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer? Puis quand on prend une décision, ça veut dire on risque de créer des problèmes aussi. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas prendre la décision. On peut créer des soucis aux uns aux autres. Enfin, ça dépend, ça dépend. Il n'y a pas de règle avec ça. Il faut discerner à chaque fois si on est juste ou si on n'est pas juste. Et il n'y a pas un juge suprême qui nous juge. Le juge, il est dans notre cœur et c'est cela qui doit notre boussole, notre intuition qui doit nous dire ben ça, c'est juste que je le fasse ou ça, c'est pas juste que je le fasse. Et juste par rapport à quoi? Ben juste par rapport au fait que chercher l'unité, chercher l'amour, c'est ça ça peut aussi être à double tranchant dans certains cas et il faut faire attention. Il faut faire toujours attention à ce qu'on fait, là où on en est. C'est pour ça qu'il faut toujours être spectateur de cet ego et pas se disperser à vouloir gérer l'univers tout entier. On a cet ego à gérer, c'est déjà beaucoup. Que cet ego serve, que cet ego soit utile, que cet ego soit un exemple pour les autres, que cet ego soit une source de joie pour les autres, une source de réalisation pour les autres. Bah oui, ça c'est vrai pour tout le monde et ça peut évidemment demander du courage parce que ça demande peut-être des sacrifices, ça peut demander des sacrifices, dans certains cas ça n'en demandera pas. Et ça demande toujours en tout cas d'être autonome par rapport à la société et par rapport au monde. Et le monde, la société, la matière, tout cela a souvent, pas toujours, souvent tendance à nous tirer vers l'arrière. Et pour se sortir de là, eh ben, il ne faut pas faire plaisir forcément à tout le monde et il ne faut pas forcément euh, se laisser happer par ce qui nous retient en arrière. Et ça demande évidemment du courage, parce que toute décision est un acte de solitude, toute réalisation est un acte de solitude. C'est dans la solitude qu'on peut aimer les autres. C'est la solitude qui est la clé de l'amour en réalité. Ça ne veut pas dire vivre seul, ça veut dire être autonome. Le soi, il n'y en a qu'un. Dieu est seul. Il ne va pas dire, oh, je suis triste, je suis seul. Non, non, il y en a un. Et plus on se rapprochera de ce un, plus on aura l'impression d'être seul, mais plus on sera dans la paix et dans la joie profondément.
parce que cet ego sera vraiment utile, il remplira vraiment sa mission. Et c'est ça qui doit être la source de bonheur. Ok, Franck, c'est super bien. Alors, sur ça, les amis, ça fait déjà presque 2 heures que nous sommes en ligne pour cet atelier numéro 13. Le but, c'était très, très, très enrichissant, cet atelier, vraiment. Là. Le but, c'est très important de bien le comprendre. Le but, il y a plusieurs buts, mais il y a notre but, comme on a vu, hein, notre but personnel, qui est notre mission d'âme. Hein. Oui. Parce que beaucoup Alors, disent mission d'âme, il y a beaucoup de gens qui nomment ça comme ça. oui. Alors, j'espérais que dans ces questions, il y aurait des gens qui témoigneraient de comment ils ont vécu l'exercice du dernier atelier, par exemple. Exercice qui consistait à reconnaître, à écouter son intuition, justement sans peur, à écouter son intuition et à reconnaître l'intuition première sans que le mental vienne réprimer les choses. Bon, c'est pas très grave, mais ça n'empêche pas de continuer à faire cet exercice et pourquoi pas d'en parler une autre fois. En tout cas, par rapport au but, il y a possibilité aussi de faire un exercice qui est très, très initiatique. Cet exercice, ça consiste à prendre conscience lorsqu'on vit une circonstance, quelle qu'elle soit, qu'on l'ait créée ou pas, que ce soit une circonstance fortuite ou qui n'est jamais un hasard de toute façon, que ce soit une circonstance fortuite ou quelque chose qu'on ait organisé, quelque chose que, bon, on a l'habitude. Essayer de voir à travers toute situation le but qui est derrière et qui peut faire que cette situation se manifeste. Parce que de toute façon, s'il se passe quelque chose, c'est pour un but. Et s'il se passe quelque chose dans ma vie, c'est quelque chose fait partie de mon but et qui fait partie donc de ma réalisation. Et quelle est l'intention inconsciente, la plupart du temps inconsciente, les événements n'arrivent pas pour des raisons conscientes la plupart du temps, ils arrivent et puis des raisons inconscientes. Quelles sont ces, ces raisons inconscientes qui vont faire que je vis telle ou telle situation? Quelle peut être l'intention qui est derrière? Le résultat est toujours le résultat d'une intention. S'il arrive quelque chose dans le monde ou pour moi, etc., c'est parce qu'il y a une intention ou un faisceau d'intention dont la résultante est cela. Quand c'est un faisceau d'intention, ce n'est pas facile à discerner, mais souvent, il y a possibilité de trouver qu'est-ce qui, dans ma psychologie, dans mes mémoires, dans ma façon de me comporter, dans ma façon de réagir habituellement, peut être la cause de cet événement. Quel est le but qui se cache derrière? Qu'est-ce que c'est censé m'apporter? En quoi est-ce la source d'un épanouissement? Quoi est-ce la source d'une réalisation? Parce qu'il y a une intention au fond de moi qui est peut-être pas du tout consciente, mais qui vaut la peine d'être débusquée parce que ça m'éclairera énormément sur ce que je suis et sur ma vie, sur la vie en général. Et c'est une façon de mettre en pratique la gratitude. Parce que si j'arrive à voir cette intention, si j'ai l'a priori qu'il y a une intention derrière, une intention personnelle derrière, et une intention cosmique derrière, eh bien, ça veut dire que je fais confiance au fait que cet esprit créateur est le responsable de toutes ces choses et que c'est toujours pour le bien, pour le souverain bien. Sinon, elles ne se produiraient pas, évidemment. Et si j'ai donc cette attitude de rechercher l'intention derrière un événement, ça veut dire que je fais confiance que dans cet événement, il y a une mission, il y a une nécessité, une utilité pour ma réalisation et pour la réalisation de l'univers. Et donc, avoir cette attitude systématique et faire l'exercice de chaque fois qu'il se passe quelque chose, on ne va pas faire ça toute la journée, bien sûr, mais de temps en temps, quand on dit, tiens, a priori, je ne serais pas content de telle situation, mais quelle est l'intention qui est derrière? Quel est le besoin spirituel qui est derrière? En quoi ça va me réaliser
et en quoi ça va apporter quelque chose au monde si j'y réagis correctement. C'est ce genre de questions qu'il faut se poser pour s'apercevoir que tout est régi par un but et petit à petit pouvoir assumer ses buts et petit à petit pouvoir gérer ses propres intentions, ce qui est aussi et certainement très largement un des aspects de la maîtrise de soi et donc de la réalisation spirituelle à laquelle chacune des personnes qui nous écoutent aujourd'hui est de toute façon destinée. Donc le plus tôt sera le mieux. OK. Hey, un gros merci, Franck, pour cet atelier. Alors, c'était les dernières questions. Sur ça, on va y aller. Et puis, on se voit demain. On se voit demain. Demain à 18 h pour une autre conférence, les amis. Donc, sur ça, on se dit au revoir et Au on se revoir tout le voit monde demain. et bonne soirée à tout le monde. Et attrapez Salut le but tout au passage, attrapez le but au vol. Oui, c'est Des ça. fois, il faut peu de choses pour le voir. Il est dans notre univers, il faut savoir le saisir. Ah, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait du bien. Oui, oui, justement. C'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait vibrer. Trouvez ça. Ça va être votre exercice cette semaine si vous ne l'avez pas trouvé. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Hein? Aussi. À trouver. Sur ça, les amis, bye bye. Bonne soirée tout le monde. À l'autre atelier, mais à demain si vous voulez nous voir dans la conférence. Merci de votre écoute.